4, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça devrait avoir démarré. Ça devrait être parti. Bonsoir à tous. Bon, comme à l'accoutumée, on va démarrer en chanson. En attendant que le quota des personnes intéressées nous rejoignent et qu'on puisse leur permettre de ne rien manquer et de dire bonjour à 2 ou 3 individus et individues. Heureux de vous voir parmi nous. C'est avec plaisir que je vous accueille sur mon mur. On va fermer là. Et voilà, bonjour. Je viens de recevoir un message, je ne sais pas de qui. Je vous prierai de ne pas m'écrire, de ne pas m'envoyer de messages pendant le live, c'est très perturbateur. Nous aurons donc la patience d'attendre que ce soit terminé. Et voilà, ce n'est qu'à l'issue de cela que je vais lire. 20h tic-tac, nous sommes en Allemagne. C'est Aimé Foch qui l'écrit. Voilà, on va démarrer en musique avec un petit morceau ivoirien. Allez savoir pourquoi j'ai choisi la musique ivoirienne ce soir, mais elle est très jolie, vous allez y adorer, c'est promis. Donc, rien que pour vous, je vous sers du Monique Seka, en mode DJ improvisé. Bonjour à toi, en tout cas Aimé Foch, bonjour à Bernard Talon, bonjour à Betty Mélis, Yaboren Meyango. J'espère que je pourrai lire. J'espère que je pourrai lire les commentaires sur l'écran. Alors, ça va aller très vite. On va essayer d'être un peu sérieux. On va essayer, parce que le sujet est compliqué, mais je ne vais pas vous perturber. Je voulais savourer la musique tranquillement dans la douceur de la nuit froide allemande. Alors, je n'arrive pas à lire les commentaires ici. Ils sont où? On va réessayer. Oh, elle est superbe la chanson. Je ne sais pas pour vous, mais j'apprécie énormément. Ce que l'Afrique produit d'art, ce que l'Afrique produit de magnificence, ce que l'Afrique produit de choses superbes.
Alors 55, 45, 60. Je vois que c'est effectivement une bonne idée de ne jamais démarrer tout de suite. Parce que ça permet à ceux qui découvrent le direct à l'instant de ne pas le prendre en cours et de rater deux ou trois choses qui pourraient les intéresser. Bonjour à Bernard Daco. Bonjour à Sébastien Soupe. Mais bien. Alors tant pis, on va démarrer quand même à la fin de la chanson. Bonjour à Eric Voufo. Même si tout le monde n'est pas là, de toute façon, live étant disponible sur le mur, on peut toujours l'écouter a posteriori. Alors, elle est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. La superbe chanson de Monique Seka, chanteuse ivoirienne. Baye, c'est le titre de la chanson. Peut-être qu'il y a un ivoirien là qui pourrait là ou nous la traduire. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je ne sais même pas dans quelle langue c'est, mais je sais le plus important, c'est un superbe morceau qui met un peu en exergue la grande diversité et la richesse justement de ces diversités-là du continent africain, et qui serait un beau coup de pied aux fesses, une bonne leçon à tous ceux-là qui ne voient pas que le fait que nous soyons différents est en fait quelque chose de génial, quelque chose de superbe sur laquelle il faut surfer pour vanter l'Afrique à l'extérieur. Donc la médiocrité malheureusement primant sur les autres choses. Nous assistons donc toujours sur les sujets triviaux au fil des années à la fameuse guéguerre entre les Africains selon les pays. Et comme si cela ne suffisait pas, parce que, comme l'a dit un célèbre savant, la citation est attribuée à Albert Einstein, il y a deux choses qui sont infinies dans l'univers, enfin l'univers lui-même et la bêtise humaine, sauf que pour l'univers, on n'est pas certain. Donc la bêtise humaine étant infinie, on voit que au-delà des discriminations d'un pays à l'autre, et des coups de poing sur des sujets qui n'ont aucun sens, nous réussissons à nous diviser dans le plan interne avec des motifs en fait qui n'ont pas davantage de sens. C'est pour ça que c'est intéressant que nous fassions appel à notre cerveau et que de temps en temps nous prenions une bouffée d'air, nous nous asseyions, nous soufflions et nous commencions à réfléchir pour nous demander de quoi parlons-nous, qu'est-ce qui nous amène là. Les coups de poing, les gifles, les claques que nous nous administrons mutuellement là, quelle est la source de cela? Est-ce que cette source est fondée? Est-ce que nous avons un motif réellement valable? Est-ce qu'à la fin ça ne nous dessert pas? Étant d'avis que ça nous dessert, je réponds à la question avant même que ça n'ait commencé. Étant donné que ça nous dessert, il vaut mieux donc se pencher sur les causes, les conséquences de tout cela, les moyens de s'en débarrasser et les raisons pour lesquelles on devrait s'en débarrasser au plus vite, parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose. Les Africains, malheureusement, qui ont été gâtés du point de vue naturel par une diversité énorme, ont trouvé en ces diversités-là le motif de se faire du mal. Ils ont été incapables de voir, même du point de vue historique, que ça nous a plus blessés que pensé nos plaies, et ont continué dans la même fourberie. La sagesse populaire disant que celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre éternellement. Vous voyez donc que l'histoire de l'Afrique est ce que j'ai toujours appelé une boucle. Ça ne finit pas. Ce que vous avez observé aujourd'hui au Sénégal, vous l'observez en Côte d'Ivoire l'année prochaine et après au Cameroun sur tous les plans. Plan politique sous fond de hold-up électoral, plan culturel sous fond d'une ethnie contre l'autre, plan infrastructurel sous fond de corruption, détournement de fonds. En fait, l'Afrique ressemble à un pays avec énormément de reflets autour de lui. On a l'impression de voir plusieurs pays, plusieurs États, alors qu'en fait c'est un seul et unique État. Parce que les ingrédients pour ces menus-là sont les mêmes. Et donc le buffet, justement, est étrangement similaire. Rien n'est le fait du hasard, rien n'est le fait de la sorcellerie ou de la magie.
Aujourd'hui, donc, on va parler du fameux sujet du tribalisme parce que pour deux raisons, ces derniers mois, ces dernières semaines, lorsqu'on observait l'actualité camerounaise, notamment dans les réseaux sociaux, on peut se dire qu'ils sont minoritaires, mais finalement, mine de rien, ils sont représentatifs de ce qui se passe parfois, même de manière latente, en tout cas de ce qu'il y a dans les cœurs dans une société. Et c'est simplement parce que tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas accès à Internet qu'on a l'impression que c'est une minorité qui est dans cet état d'esprit-là. En général, c'est simplement parce que c'est cette minorité-là qui a justement accès aux nouveaux canaux d'information. Et comme les nouveaux canaux d'information ont donné la possibilité à chaque crétin d'exprimer sa crétinerie, on se retrouve donc devant ce type de choses. Euh, et ces derniers mois, ces dernières semaines, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a justement, après les contentieux politiques que nous avons eus, il y a justement une bretelle, un carrefour inattendu que les débats ont pris parce que c'est compliqué de parler des sujets de fond, parce que c'est compliqué d'élever le niveau dans le débat, parce que c'est plus facile d'insulter, de dénigrer, de s'amuser. Il y a des manipulations verbales dont on ne mesure pas les conséquences, dont les gens se sont livrés en masse à ce type de méthode et autant mieux éteindre le feu avant que ça ne devienne un incendie. Quand c'est encore le feu de bois ou quand c'est encore dans une pièce de la maison, il ne faut pas attendre que ça embrase tout le quartier, voire toute la ville. C'est pour ça que nous jugeons important, c'est le rôle qu'on s'est donné chacun de nous. Il n'y a pas de messie sur terre. Chacun de nous doit se donner un rôle, à quoi je sers, en quoi est-ce que je pourrais dire au dernier jour de ma vie que j'ai contribué à limiter les dégâts de la bêtise, du sous-développement aussi bien physique que mental de la région dans laquelle le hasard a voulu me placer à ma naissance. C'est pour ça que nous faisons ce petit échange SOS tribalisme. On sait ce que SOS signifie. Ça veut dire Mayday, ça veut dire qu'il y a danger, ça veut dire ne négligeons pas les petites choses comme ça. Aujourd'hui, nous parlerons de la fameuse RTLM, la radio-télévision libre des Mille Collines, qui a énormément contribué à la radicalisation des opinions au Rwanda en 1994 et qui a donc nourri le génocide qui n'est étranger à aucun d'entre nous. Donc, pour que cela n'arrive pas, ayant appris de l'histoire, nous jouons la carte de la prudence et de l'anticipation. Ça s'appelle la prospective. SOS tribalisme, n'exacerbons pas les tensions, ne mettons pas la bêtise au centre pour que ça nous amène quelque part où la marche arrière sera impossible. Donc oui, voilà les principales raisons. Et la deuxième raison, parce que j'ai dit qu'il y en avait deux, la deuxième raison c'est que nous sommes actuellement, surtout dans le cas camerounais, nous sommes actuellement dans une période politique importante de contentieux que nous prenons très au sérieux dans le sillage du professeur Maurice Kamto. Bon, certains peuvent penser que nous plaisantons, mais la logique nous dit que quand vous êtes conscient que quelqu'un a triché, vous ne pouvez pas le laisser tricher et dire nous allons encore aux législatives, aux municipales, dans cette tricherie-là. Parce que ce sont les mêmes, c'est vous qui allez nous dire demain pourquoi est-ce que vous allez à ces élections alors que vous savez qu'il y a tricherie. Donc comme il y a eu tricherie, nous ne voulons pas que les mêmes institutions nous accompagnent. Et comme il y a eu tricherie, nous ne voulons pas accepter que celui qui prétend qu'il a été élu est de facto le président. En fait, comme j'ai dit, c'est ce qu'on observe dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, les anciennes colonies françaises. Il y a toujours un tricheur qui remporte les élections par des voix plus ou moins floues. Il y a toujours une opposition qui essaye justement de récupérer ce qui lui est dû. Ça marche, ça peut marcher, ça ne marche pas. En fait, tout dépend du sérieux et de la persévérance dans ce qu'on appelle la révolution républicaine, pourvu que tout soit dans le cadre de la réflexion, dans le cadre, dans le cadre régalien, dans le cadre justement d'un débat humaniste, d'un débat fondé sur les preuves scientifiques de tout ce qui s'est passé et qu'on ne dérive pas dans la bêtise. Et parce que justement nous sommes dans cette période importante, nous ne voulons pas sortir du sujet et commencer à débattre des absurdités comme ce que nous avons sur les tribus telles Bami, Bassa, Bolo et Tone, ou alors sur cette bêtise encore entre les Camerounais et les Ivoiriens sur la construction des stades de la CAN. C'est un sujet vraiment pas compliqué à clore, c'est assez facile. Nous avons été incapables d'organiser la CAN 2019. Donc la Côte d'Ivoire qui est déjà programmée pour 2021 et qui termine ses stades 2 ans à l'avance
est celle qui normalement est prévue pour organiser la CAN 2021. Alors on peut débattre du point de vue de la maturité politique, on peut débattre avec les Ivoiriens et leur dire est-ce que vous accordez au pays frère qu'est le Cameroun la possibilité d'organiser en 2021, comme ça vous organisez en 2024, je sais pas, et ainsi de suite, et laissez aux Ivoiriens les prérogatives de refuser, ou alors s'ils acceptent qu'on leur donne des garanties, des dédommagements, parce que eux ils sont à la hauteur, eux ils se sont donné du mal pour justement répondre au calendrier de la Confédération africaine. Donc quand c'est comme ça, il faut faire appel à sa matière grise et éliminer toute possibilité de faire dériver le débat vers quelque chose qui est pire que ce qu'on observe à la maternelle. Nous avons malheureusement entre nous des personnes, des pères de famille, des gens qui en fait, dont on attend une grande maturité, mais qui affiche de drôles de comportements au point où si vos enfants, vous voyez, si vos enfants, votre progéniture, regardez les attitudes que vous affichez, elle vous demanderait, mais attendez, est-ce que c'est sérieux? Si toi tu te comportes de manière aussi niaise, comment moi, ton fils, me comporterais-je? Devrais-je me comporter? Donc soyons adultes, faisons l'effort d'être réfléchis, soyons adultes, soyons, voilà, posés et ne nous faisons pas remarquer par des futilités. C'est facile d'être célèbre, c'est facile d'être populaire. Vous n'avez qu'à vous déshabiller et à courir dans la rue. Tout le monde saura que il y a un homme et une femme qui s'est déshabillé et qui courait tout nu dans la rue. Et un petit congossa, une petite rumeur, une petite enquête informelle finira par remonter à votre famille. De qui vous êtes le fils, de quel village vous êtes ici, on saura qui vous êtes en tout cas. Donc c'est très facile d'être célèbre. La seule chose que nous pouvons faire, c'est trouver de bonnes raisons d'être célèbre. Et c'est ce que moi je vous exhorterai à faire dans les discussions avec les Ivoiriens. Soyez peut-être celui qui se démarque du lot et qui dit voilà, chers Ivoiriens, vous n'avez rien à voir dans l'échec de la CAN, c'est-à-dire le fait que nous soyons et que nous n'ayons pas été à la hauteur, ce n'est pas à cause de vous, c'est entièrement notre faute et nous comprenons que vous ne voulez pas abandonner la Coupe d'Afrique des Nations, nous comprenons que vous voulez la garder pour vous parce que c'est ce qui était prévu. Donc vous avez le droit de dire que vous la gardez et nous devons être plutôt dans une logique de supplication, de tentative d'entente mutuelle que de se dire voilà les Ivoiriens blablabla, c'est de la bêtise, ils sont meilleurs que nous, ils ont été à la hauteur. Malgré le franc CFA, malgré un président français que je n'aime pas du tout, Alassane Ouattara, malgré voilà la culture du cacao et les cultures hors sujet alors qu'ils ont les mêmes problèmes de production alimentaire que nous pour l'autosuffisance, c'est un pays qui globalement, du point de vue de la richesse et de la vie du citoyen moyen, est un tout petit peu meilleur que nous, même du point de vue infrastructurel, visuel, même le dernier des crétins est capable de le voir. C'est à ça qu'il faut conduire la réflexion. Donc, si on ne fait pas ça, on fait au moins ces sujets-ci, c'est-à-dire la focalisation sur les débat important, notamment la question tribaliste, qui tôt ou tard va nous amener dans quelque chose comme ce que nous avons aujourd'hui avec la question anglophone, parce que étant incapable de débattre raisonnablement sur des sujets simples, on finit par faire de des sujets vraiment complexes. Donc je ne sais pas par quel miracle les tribus ne s'aiment pas. Moi je suis originaire du centre Cameroun, de la grande mosaïque bantou, du sous-ensemble Betty, du micro-ensemble Eton, du point de vue de la mer, et ainsi de suite. Et je ne sais pas pourquoi, pendant que moi ça ne m'a pas dérangé du tout, notamment de soutenir Moros Kamtokiete et Bamileke, ça dérange certaines personnes que tel soit président de la République, tel soit maire, tel soit délégué de classe. En fait, on est arrivé à des choses vraiment humiliantes, mais le plus humiliant n'est pas que ce soit humiliant. Le plus humiliant est que les gens qui le font ne sont même pas conscients, justement du caractère humiliant de ce qu'ils font. J'ai vu quelqu'un écrire quelque part sur mon mur que en fait, c'est comme la kleptomanie. La kleptomanie, c'est l'art de voler à outrance, mais le voleur, en fait, il est tellement obnubilé par son penchant, par sa névrose, qu'il n'a même pas conscience que ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, on est un peu dans le même contexte. L'anormal est devenu normal. Ce qui était anormal est devenu normal. Et à force de le faire, on a fini par se dire que c'est comme ça que les choses devraient être. Il y a des gens qui ont dit, certains sont même au gouvernement, au Cameroun, que voilà, un Bamileke ne sera jamais président de la République.
un Bassa ne sera jamais président de la République. Les ressortissants de la région du Nord ont dit voilà, il faut que le pouvoir nous revienne. Certains de la région du centre ont dit bon, les nordistes ont déjà eu le pouvoir, maintenant ça doit rester au centre. Les Bamileke, certains ont dit voilà, les nordistes et les Bétis ont déjà eu le pouvoir, ça doit nous revenir. Mais c'est quoi cette discussion? Elle est où l'échelle de valeur, elle est où l'échelle de réflexion, comment on a réussi à tomber aussi bas? Un projet politique est l'ingrédient alpha sur lequel on se base pour être président. Nous avons battu campagne récemment et le MRC l'a fait avec brio. Nous avons montré que c'est le concret du projet qui est ce sur quoi on se pose pour voilà, amener les gens à voter pour nous. Nous allons vous proposer telle réforme dans le domaine agricole et voici comment nous comptons le réaliser et donnez-nous une chance de le réaliser en votant pour nous. Comme ça, quand on aura le pouvoir, on va le concrétiser. C'est ça la politique, c'est ça la maturité politique. Ce n'est pas mon frère du village, ce n'est pas tu as voté contre Kamto pour tenir de ton village. Et ce n'est pas un problème de voter contre Kamto si vous n'êtes pas convaincu de son projet, même si vous êtes de son village, c'est votre droit. Ce n'est pas un problème non plus de voter pour Paul Biya, même si vous êtes de voter contre Paul Biya, même si vous êtes de son ethnie ou de sa mosaïque ethnique comme moi, qui suis bantou comme lui. Ce n'est pas non plus un problème. Si moi je décide de voter pour Maurice Kamto, c'est le concret du projet, c'est la solidité du programme de gouvernance qui a prévalu dans mes décisions. Et c'est comme ça qu'une nation avance. Aussi longtemps que la stupidité aura le premier rôle, on va toujours être hors sujet et dans la sauce comme nous le sommes. De toute façon, la honte est universelle. Au lieu de remettre en question le mauvais comportement, le laxisme, l'inertie et la latence que nous avons eue dans la réalisation des infrastructures, on se met par aigreur à accuser les autres, à insulter le président de la CAF, à insulter les Ivoiriens, à insulter les Bamileke, les Boulos, les Bétis, les Itones, les Bassa mutuellement, alors que les véritables questions, les véritables responsabilités sont ailleurs. Alors, ce problème du tribalisme est d'autant plus absurde que ce que nous appelons même tribu, en fait, c'est l'humanité tout entière, parce qu'on va un peu essayer de procéder de manière pédagogique. Présentons les tribus, présentons la situation actuelle, présentons les cas où même à travers le monde, cette situation a conduit à de grandes catastrophes. Présentons les cas dans les autres pays africains comme le Rwanda, la RCA, et retournons au Cameroun, et maintenant faisons une sortie. Donc, ce que nous appelons tribu, je viens de le dire, c'est en quelque sorte l'humanité tout entière parce que tribu ou ethnie, les Grecs appelaient ça, les Grecs disaient ethnos, c'est-à-dire la même famille, l'ascendant commun, quelque chose que nous partageons. Et si on part du principe que ce soit du point de vue archéologique ou du point de vue biblique ou coranique ou je ne sais pas, tous ces éléments s'accordent au moins sur un fait, c'est-à-dire que l'humanité a un ancêtre commun. Que ce soit Adam selon la Bible ou que ce soit le primate selon la science, en tout cas on a une origine commune, notre ethnos est le même. C'est déjà à partir de ce moment-là qu'on doit se dire ce que nous appelons division n'ont été en fait que les particularités qui se sont développées en fonction des réalités de ce que nous avons fait au quotidien. Par exemple, dans un quartier ou d'un quartier à un autre, dans une ville, vous allez remarquer parfois que la façon de parler n'est pas la même. Dans les quartiers des riches, on s'exprime de manière aristocratique, on s'exprime de manière très diplomate, on s'exprime de manière, voilà, on va dire soutenue. Pendant que dans les quartiers populaires, l'expression, elle est un peu plus, voilà, elle est un peu plus informelle, un peu plus banale. On dit, tu gosses quoi? Quand on habite à Issos ou à Ifulan, à Yaoundé, mais quand on habite à Santa Barbara ou à Kuwait City, on dit, vous allez où, monsieur? Vous désirez? Et ce genre de choses. La particularité, en fonction de l'endroit où on se trouve, fait évoluer le canon linguistique. Et dans une ville référence, selon la grande métropole qu'est Paris, la grande métropole coloniale, vous aviez dans ce qu'ils appellent les quartiers, soit les banlieues, à l'intérieur de ce qu'ils appellent Paris intramuros, le français qu'on parle au musée du Louvre, ou à la rue Lafayette, ce n'est pas le même français qu'on va parler quelque part à Arcueil-Cachan, au sud de la ville. Donc, nous sommes issus d'un ancêtre commun et dans ce qu'on appelle les langues, même les langues ou les ethnies, les tribus, en fait, la langue étant le socle principal sur lequel se base une ethnie. En fait, il y en a beaucoup. Il y a le socle religieux, il y a le socle culturel, il y a le socle historique, mais l'élément matériel le plus visible est souvent la langue. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est mon frère Mbouda, ils se mettent à s'exprimer dans la même langue parce que c'est l'élément le plus facile.
On peut partager la même histoire, on peut même être du même pays, de la même famille et tout. Quand on ne partage pas la même langue, on aura l'impression d'être distants l'un de l'autre. Donc l'ethnie, ayant pour socle principal, socle fondamental la langue, nous a conduit à penser que comme nous avons des langues plus ou moins différentes, c'est que nous sommes des individus différents et que nous devrions nous détester les uns les autres. Ce n'est pas vrai du tout. Les catégorisations des langues africaines sont au nombre de 5 ou 6, en tout cas elles sont moins d'une dizaine, et en tout cas les principales sont en Afrique du Nord ce qu'ils ont appelé les langues afro-asiatiques. Les berbères, les langues faisant même partie de l'égyptien ancien. Et souvenez-vous que Cheikh Anta Diop disait qu'il y a des ressemblances terribles entre l'égyptien ancien et son wolof sénégalais. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les langues milo-saharienne dans la bande dans la bande entre le Sahara et le nord du Tchad, Mali, tout ça là. Voilà, c'est des langues comme les langues nubiennes en fait, qui étaient autrefois les royaumes Libye, Éthiopie, Nubie, etc. Les langues berbères, en fait, cette famille-là crée une sorte de méli-mélo, une sorte de melting pot où on ne peut pas vraiment établir de distinguo entre justement ces langues nilo-sahariennes et les langues afro-asiatiques qui sont elles-mêmes affiliées aux langues du Moyen-Orient, les langues kamito-sémitiques, venant de Cam, le fils de Noé, et Sem, l'autre fils de Noé, encore. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça nous permet de voir que ces langues-là qui sont parlées en Afrique actuellement, par l'Afrique blanche, même si elle était arabisée, voilà, ont des racines de certaines, enfin de la même langue à laquelle Cheikh Anta Diop donnait des liens de famille avec sa langue, le Wolof natal. Donc quand on se met à tisser la toile d'araignée entre toutes ces langues, on se rend compte que en fait tout est issu d'un socle commun. Et après nous avons la grande mosaïque, la troisième, c'est les langues nigéro-congolaises, auxquelles fait partie la grande famille des langues bantoues, le lingala, le douala, le boulou, bref, en fait, là, ça se passe de commentaires, tellement la ressemblance est énorme. Dans une vidéo que j'avais déjà fait il y a quelques années sur le fameux tribalisme, j'avais pris l'exemple sur un élément, un extrait d'un docteur devenu un peu fou, mais qui dit quand même de belles choses de temps en temps, Guy Parfait Sangué au Cameroun, au micro de Cyril Bochiko sur Radio Balafon. Il l'avait dit il y a 4 ou 5 ans. Enfin, il avait fait remarquer il y a 4 ou 5 ans que justement, lorsque vous prenez les encodages de nos langues, que ce soit les tones, le boulot, le bassin, et que vous posez certaines questions, vous vous rendez compte qu'il y a une base commune à toutes ces langues. Par exemple, en étonne chez nous, on dira à Beradop, ou Beradop, il est monté au ciel. En fait, on sent le besoin de préciser, il est monté au ciel. Ou quand on demande t'habites où, on te demande au Borave, tu es assis où. En fait, le verbe utilisé pour dire habiter est le verbe utilisé pour dire tu es assis où. Voilà, ce genre de choses. Et si vous faites de l'expérience dans votre langue, il y a des exceptions évidemment, mais dans beaucoup de langues, parmi ceux qui décodent actuellement, quand on demande tu habites où, on te demande en fait tu es assis où. Tout simplement. Et j'étais y allé en Italie il y a 2 ans, en 2016, où j'avais rencontré, ça aussi je l'avais mentionné, il est important de le préciser à nouveau, où j'avais rencontré Nwambe Siake, un Camerounais, très pointu sur les questions africaines. D'ailleurs, il s'appelle Herman, mais il n'a pas apprécié réafricaniser son nom. Nwambe Siake, et qui avait écrit le livre intitulé Le culte des ancêtres chez les Bamileke. Donc, il m'avait donné, sans le vouloir, dans ce livre, la définition du nom d'un de mes amis, Siewe, qui veut dire en fait le dieu de la divinité, de le seigneur de quelqu'un en tout cas. Et lorsque vous transposez le Siewe, qui vient du pays Bamileke, à ce que disent les Bantous, Ntiwe, Ntiwo, ça veut aussi dire le seigneur de, ça veut dire ton seigneur, ton dieu, etc. Vous comprenez donc déjà à partir d'éléments aussi simples que lorsqu'un Eton se lève pour insulter un Bamileke, c'est qu'il est un crétin de la pire espèce, et c'est aussi valable dans l'autre sens. Le radicalisme a donc conduit à ce que dans nos pays aujourd'hui, les gens disent il est inadmissible qu'un Bamileke soit président, il est inadmissible qu'un Boulou soit président, mais sur quoi? Enfin, je veux dire, à quel titre? Quelle est l'autorité morale? Quelle est l'opération cérébrale? Quelle est la pirouette neuronale qui amène quelqu'un à aboutir à ce type de conclusion? Le radicalisme est quelque chose de très dangereux parce que ça ne fait pas raisonner le cerveau, ça fait raisonner la jalousie, ça fait raisonner la frustration, ça fait raisonner l'aigreur. Et à cause de l'aigreur, beaucoup de choses absurdes ont été faites en Afrique et de par le monde et ont conduit à des résultats vraiment effrayants. Lors de la campagne présidentielle au Cameroun,
On m'a pris pour un fou plusieurs fois parce que pour expliquer l'Afrique, je prenais des exemples de la Chine, de la Suisse, du Paraguay, du Panama. Il faut sortir de l'hermétisme. La raison pour laquelle vous avez du mal à convaincre certaines personnes, notamment ceux qui ont soutenu depuis 36 ans le président Paul Biya, c'est qu'en fait, ils ont fermé leur cerveau à d'autres propositions. Pour eux, ça n'était que le RDPC et donc ne connaissant pas autre chose, ils ont peur de ce autre chose-là. C'est comme un prisonnier que vous mettez dans un cachot. Vous le laissez là-bas pendant 10, 15 ans, il fait des enfants. L'enfant n'a jamais connu la lumière. Donc si un jour vous venez avec une clé et vous donnez à cet enfant, il vous dira, il est hors de question que je la prenne, je ne veux pas découvrir l'extérieur, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Moi, je ne connais que ma petite prison, mes 50 cm². Je m'y plais, je veux rester là. Donc, dans le même ordre d'idées, on s'est retrouvé au Cameroun à parler de débats camerouno-camerounais et c'est pour ça qu'ils étaient ennuyeux, c'est pour ça qu'ils n'attiraient personne, c'est pour ça que les gens ne savaient pas trop en quoi ça leur est utile. La raison pour laquelle les gens ont aimé l'approche du MRC dont j'ai fait partie et dont j'en suis très fier et qu'ils ont commencé à s'intéresser à la politique, ce n'est pas parce que nous étions plus intelligents que les autres, c'est parce que la façon de faire rendait concret ce qui avait été mystifié, ce qui avait été déifié, divinisé par ceux qui ne voulaient pas que la jeunesse s'intéresse et viennent donc mettre en danger le pouvoir qu'ils ont. Donc ça avait l'air abstrait, mais voilà, en allant à travers le monde, lorsqu'on dit imaginez la Chine 1989, il y a eu un grand mouvement sur la place Tiananmen qui avait été réprimé par Deng Xiaoping, ça venait d'un grand chaos et tout, mais le même Deng Xiaoping a remis la Chine sur les rails et était le moteur du développement parce que les vrais mauvais calculs venaient de Mao Tse-tung et donc que la Chine qui était considérée comme le grand malade en Asie est devenue aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, sinon la première. C'est intéressant lorsque vous aviez un exemple comme ça et qu'un Africain l'écoute, s'il est sérieux et s'il n'est pas dans la logique de je te déteste parce que tu es du MRC, il se dira oui, si la Chine a réussi à partir de zéro et à grandir comme ça en 30 ans, c'est que nous aussi nous en sommes capables. Même Singapour, qui était dans de très gros problèmes quand elle s'est séparée de l'Indonésie en 65, a réussi à devenir aujourd'hui le troisième PIB par habitant le plus élevé de la planète, après le Qatar et le Luxembourg, et un minuscule pays comme la Suisse, là où notre président passe l'essentiel de son séjour. Les gens ont trouvé curieux que je me réfère à cet exemple. Or, ça nous permettait justement de voir que, mais regardez, la minuscule Suisse, elle a réussi à atteindre une grande stabilité malgré la multiplicité des langues qu'elle a. Il y a la Suisse romande, la Suisse alémanique, la Suisse italienne. En fait, il y a 4 langues principales en Suisse et malgré tout, c'est l'un des pays les plus développés de la planète parce qu'elle s'organise. On considère la vie de tout le monde, on ne fait pas de la dictature politique. Il y a des référendums autant de fois qu'il y a des battements de cœur en 1 minute. Ils font des milliers de référendums par an, c'est assez incroyable. Et donc, quand au MRC, on disait qu'on veut organiser un référendum pour discuter avec les anglophones de ce qu'ils veulent vraiment, on nous prenait comme des lâches alors que nous essayions simplement de copier les bons exemples. C'est ça, l'hermétisme. Quand vous refusez de vous ouvrir à l'extérieur, vous ne comprenez pas pourquoi les problèmes demeurent dans votre pays, parce que vous ne voyez pas comment les autres ont procédé pour trouver des solutions. Donc sur le volet tribaliste, sur le volet de la radicalisation, il est aussi important d'aller à l'extérieur pour voir comment des opinions radicales, des opinions fermées ont conduit des nations entières à rester paralysées sur plusieurs années. Dans ce qu'on nous appelait la philosophie, en tout cas la philosophie occidentale, en 399 avant Jésus-Christ, le philosophe Socrate, que vous connaissez très bien, a été contraint de boire la ciguë parce que les gens n'étaient pas d'accord avec sa façon de voir le monde. Lui, il avait la pensée libre, il observait, il tirait des conclusions, il argumentait, c'était moins dogmatique que l'approche divine que les Grecs avaient, où Zeus, Artémis, Athéna et consorts avaient toujours raison. Socrate se disait non, il faut une autre approche, il y a dans l'humanité même, il y a voilà la raison, le logos est commun à tous, tout le monde doit se servir, tout le monde doit réfléchir, doit argumenter, doit palabrer. C'est ce que Descartes en France va consigner plus tard dans son discours de la méthode quand il dit je pense donc je suis. En fait, c'est plus tard qu'on se rend compte de quelque chose. Or, le fameux cogito ergo sum aurait déjà dû être valable en 399. Mais les Grecs fermés qui ne voulaient pas écouter un autre avis ont demandé à Socrate soit de revenir sur ses décisions, soit de boire la ciguë. Et Socrate a préféré y aller boire la ciguë. Enfin, la ciguë, c'est le poison de l'époque. C'était une herbe
très 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 toxique. La ciguë tacheté, une sorte d'herbe vraiment pas très commode qui vous annihile les cellules vitales en un espace très court. Et cela a continué comme ça pendant plusieurs siècles. Lorsque, bon, aujourd'hui on prend l'avion, on est très content, on regarde la télé, on est très content, on fait des lives Facebook, on est très content parce que les satellites fonctionnent et ils font des cercles autour de la Terre. Mais lorsque les gens disaient au départ que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil, les gens étaient encore fermés, étaient radicaux comme ça. On ne voulait pas écouter l'avis contraire, comme aujourd'hui on ne veut pas écouter les tribus contraires, on ne veut pas que le Bami, que le Boulou soit au pouvoir et tout. Et c'est pour ça que même en Europe, ils ont connu les mêmes tragédies. Lorsque Copernic dit que la Terre tourne autour du Soleil, c'est un astronome polonais, Nicolas Copernicus, il dit voilà, la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes et tout. Bon, ça lui crée énormément de problèmes, tant et si bien qu'il a été obligé d'attendre sa mort avant de publier son œuvre, parce que de son vivant, il avait peur pour sa vie. Et plus tard, quelques temps plus tard, on va brûler Giordano Bruno en 1600 sur le bûcher parce qu'il a dit oui, la Terre est bel et bien en train de tourner. Autrefois, la pensée était un peu comme au Cameroun, elle était dogmatique. Les gens ne veulent pas réfléchir, les gens ne veulent pas se projeter. Donc les gens se basaient sur l'un des fils de Socrate, on va dire, des fils spirituels, Aristote, qui avait dit il y a très longtemps que non, il n'y a rien. En deçà de la Lune, c'est le monde imparfait et tout le monde sublunaire avec ses tâches, ses imperfections. Mais après, il y a ce qu'on appelle le monde supralunaire, où tout est parfait, où tout est mobile, où tout est immobile, où il n'y a pas de changement. Mais Giordano Bruno dit non, il y a des changements. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de changement? Or, on l'observe tout le temps. La seule raison pour laquelle, lorsque je jette une pierre d'un train qui roule et que la pierre tombe directement devant moi, c'est que je suis en train de rouler en même temps que le train. Donc c'est pas comme si la pierre était isolée et que comme le train roule comme ça, elle va tomber derrière moi. Ça fait donc que même si sur Terre on jette un caillou et qu'il tombe devant, ça ne veut pas dire que la Terre ne tourne pas. En fait, c'était la réflexion face au dogmatisme. La réflexion face au dogmatisme. Donc, nous devons apprendre des leçons de ce type de choses. Nous ne devons pas dire, voilà, comme c'est un Bami et que les Bamis de toute façon sont des crétins, des voyous, des salopards, qui ne comprennent rien à rien, je ne veux pas qu'un Bamileke soit président. Non, il faut argumenter. Pourquoi est-ce que je ne veux pas que ce soit tel projet politique qui soit... Parce que ça nous fait passer à côté de très 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 bonnes choses. Ça a continué en Europe comme ça au fil du temps. On peut même s'amuser à faire ce jeu historique parce que plus on prend d'exemples, plus peut-être on va réaliser la bêtise dans laquelle nous sommes en Afrique. Galiléo, en 1610, fabrique une lunette qui permet de filmer, enfin de photographier les objets lointains. Et il se met à voir que oui, l'univers au-delà de la Lune est en train de bouger et la Lune elle-même est pleine de cratères et tout. Il écrit dans un livre où voilà, il consigne tout ça, c'est-à-dire il écrit un livre en latin, Sideros Nuntios, ça veut dire le messager céleste. Ça lui cause énormément de problèmes et d'ailleurs un de ses amis, Sagredo, le prévient. Il y a beaucoup de jaloux autour de toi. Ici, dans la cour du roi, ça peut être facile pour toi de te mouvoir, mais quand tu partiras de là, il y a des gens qui ne t'aiment pas pour ton approche, pour ton ouverture. Donc, fais attention. Son ami, voilà, un mathématicien de Venise, Giovanni Francesco Sagredo, qui le prévient dans ce registre, au point où plus tard, Galilée est obligé de revoir ses théories et de dire non, vous avez raison, pour échapper à la mort, parce qu'il va mourir assez vieux, à 77 ans, parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il était un peu désolé de la bêtise, justement, de l'environnement autour de lui, qui refusait d'utiliser ses neurones. La célèbre citation lui est attribuée quand il dit, voilà, et pourtant, elle tourne. Donc, les Européens, les Asiatiques, en fait, le monde entier toujours a eu un frein comme ça parce que les gens ne voulaient pas se projeter, parce que les gens ne voulaient pas se poser les véritables questions, parce que les gens ne voulaient pas réfléchir, parce que la bêtise est facile, parce que se donner des coups est facile, parce que insulter le boulot est facile au lieu de se poser les questions. Mais quel est le projet que ce boulot a? Est-ce qu'il a un projet ou pas? Si je déteste Paul Biya, ce n'est pas parce qu'il est boulot, je n'en ai rien à cirer. Si je déteste Paul Biya, c'est parce que son projet est vide, il n'y en a pas. C'est parce que j'ai posé les questions aux gens du RDPC. Quel est le projet politique? On ne m'a servi que des phrases qui n'ont pas de verbe.
les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités, santé pour tous, rigueur et moralisation, Cameroun des grandes ambitions, émergence 2035. Donc moi je n'aime pas les phrases sans verbe. Le verbe dit ce que fait la personne et quand vous n'avez pas de verbe dans vos projets politiques, il est vide. Que vous soyez Bolo, Bassa, Mbororo, Tikar ou je ne sais quoi, je ne me sens pas plus proche d'un Eton ou d'un Ewondo que d'un Bamileke ou d'un Bassa. Donc les gens qui m'ont dit au Cameroun ou qui m'ont écrit 2 ou 3 fois, je suis du même village que toi, je suis de la même ethnie que toi, tu es mon frère de l'Est, je n'en ai rien à cirer, je ne me sentirai jamais proche de toi. Parce que tu es de l'Est ou du centre, je me sentirai plus proche de toi si notre vision du Cameroun, de l'Afrique et du monde convergent, même si tu viens de la planète Neptune. C'est comme ça. Parce que l'hermétisme n'a jamais été... Nous, on a eu l'avantage, entre guillemets quand même, de visiter les pays étrangers et peut-être c'est de là que vient notre ouverture, mais ce n'est pas une excuse. L'Internet aujourd'hui devrait nous amener à réfléchir et à explorer le monde depuis notre chambre. Il n'y a pas que Facebook, il n'y a pas que les vidéos qui font rire. On peut tout trouver sur Internet. On peut visiter Dubaï, Tokyo, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Porto Novo. On peut visiter le monde entier depuis ces 4 murs et comprendre un peu comment ça fonctionne là-bas et tirer des leçons et essayer de les implémenter chez soi. Ça permet donc de sortir de l'introvertisme parce que c'est ça, en fait, tout notre problème se résume à ça. On est convaincu par manque de culture qu'on est différent. On est convaincu par manque de culture que l'Eton est différent du Bolo. On est convaincu par manque de culture que le Bassa est différent du Manguissa ou que l'Égyptien ancien est différent du Wolof. Ce ne sont que des développements au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire le monde est dynamique, le monde bouge. Pour revenir à la Grèce antique, c'est un philosophe né à Éphèse, Héraclite, qui dit un jour « pantare », c'est-à-dire tout change. Tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuelle mouvance. Il n'y a rien qui soit fixe, il n'y a rien qui soit figé. Tant qu'on pense que les choses sont figées, on est figé soi-même. Et voilà, on accuse, pour se donner raison, on accuse les gens de tout et de rien. Même dans les pays qui n'ont qu'une seule ethnie, on parlait de la Grèce tout à l'heure, de l'Italie antique, mais regardez notre métropole, la France. Ils ont brûlé en 1431 les Français Jeanne d'Arc, une jeune fille de 19 ans, parce que voilà, elle aussi, elle avait la même liberté de penser que les philosophes qu'on a cités là tout à l'heure. Ils sont même allés guillotiner leur roi, le 21 janvier 1793, Louis XVI, qui était obligé de leur dire, au moment où on lui coupait la tête, peuple, je meurs innocent. Je ne veux pas que mon sang retombe sur la France. Je pardonne à mes ennemis. C'est ce qu'on appelait le premier mot de fin du roi. Une façon de dire, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, un peu comme le Christ, il faut se référer à la Bible. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Vous êtes simplement bloqué dans votre cervelle. Vous ne réfléchissez pas. Et donc, vous avez tiré une conclusion d'un fait. Bon, vous pensez que vous êtes dans le vrai, je ne vous en veux pas pour cela, je meurs. Et bon, ils n'ont pas tiré des leçons, ils ont guillotiné, exécuté en masse. Ce n'est d'ailleurs qu'en 77 là, que la peine de mort sera... enfin, que le dernier exécuté sera... en 77, Monsieur Jan Doubi sera exécuté en France. Ils ont même exécuté une femme, puisqu'on parle... de droits des femmes, de machin et tout, parce qu'elle avait rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était la même année, au mois d'octobre, au Lem de Gouges. Elle avait dit, bon, les femmes aussi ont droit à la parole, les femmes aussi doivent parler. Il n'y a pas que, quand vous dites Déclaration des droits de l'homme, 1789, vous parlez des hommes, sexe masculin. Or, les femmes aussi doivent être inclus dans cette fameuse déclaration. Sauf que l'hermétisme, un peu comme on le fait avec les tribus, quand les gens disent un Bassa ne doit jamais être président, bon, en France aussi, ils ont dit une femme ne doit jamais parler devant les gens. On a brûlé Jeanne d'Arc en 1431, pourquoi celle-ci veut parler, elle aussi? Donc, après Louis XVI, on l'a guillotiné, et à la fin de l'année, on a guillotiné aussi la reine Marie-Antoinette, Marie-Antoinette d'Autriche en novembre. On l'a guillotiné, et ainsi de suite. Ils ont même guillotiné de grands savants, Antoine de Lavoisier, qu'on nous a... on avait les lois de Lavoisier. J'ai toujours été nul en chimie, physique et tout à l'école, mais je sais quand même que Antoine de Lavoisier a été exécuté l'année d'après, en 1794. Parce qu'on n'était pas d'accord avec sa vision de la politique. On a oublié le fait qu'il est un grand savant, qu'il est un grand scientifique, qu'il a d'énormes responsabilités sur l'avenir, sur le devenir du monde. L'un de ses amis, même Monsieur Lagrange, vous connaissez aussi les mathématiciens, les lois de Lagrange, dira
qu'il a fallu, il a fallu quelques secondes pour égorger Lavoisier, mais il faudra peut-être un siècle pour trouver encore une tête comme la sienne, pour dire voilà une grosse perte que vous réalisez parce que vous êtes fermé, parce que vous dites que bon, il a fait un truc qui ne nous plaît pas, donc on oublie tout le bon travail, on oublie tout ce qu'il fait. Aujourd'hui au Cameroun, par exemple, puisqu'il s'agit du MRC, il sera difficile, et vraiment très difficile, de trouver un parti politique qui a un projet aussi solide que le projet du MRC. En accordant le bénéfice du doute aux autres partis, je veux bien qu'ils aient donc un projet aussi solide, mais pas plus solide. Et donc, on avait juste à débattre que sur les éléments qui différenciaient. Si on suppose que M. Cabral Libi a un projet aussi crédible que M. Maurice Kamto, et que Serge Espoir Matomba a aussi un projet solide, tout autant que Joshua aussi, on doit se dire, bon, ok, quel est le critère de différenciation? Peut-être sur le fait que Maurice Kamto avait de loin la meilleure équipe en termes de qualité, en termes de solidité, en termes de crédibilité, j'irai donc voter pour Maurice Kamto. Voilà la politique. Ce n'est pas parce que c'est Maurice Kamto, un Bamileke, que je vais oublier de voter pour lui. Et donc, ça conduit à ce qu'on abolisse les absurdités telles que secte baramique, tontina, bref, et tous les corollaires qu'on a eu après. Parce que celui qui se plaint du tribalisme en utilisant à outrance des termes tribalistes est un hypocrite qui lui-même vit par, pour, avec et pendant et après le tribalisme. Donc, je ne peux pas dire arrêtez d'insulter les Noirs. Je ne peux pas dire, bon, je me bats pour le droit des Noirs, je me bats pour la défense des Noirs, mais dans mes phrases, je ne fais que dire, ces sales blancs-là nous font du mal, ces putains de blancs, ces maudits blancs. Mais j'encourage moi-même la haine de quelqu'un en prétendant combattre la haine envers moi-même. Et donc, c'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est ce qui se passe au Cameroun. Le problème du tribalisme au Cameroun est un peu comme le problème des mentalités. Vous allez dire à votre parent, à votre ami que je vais en Afrique m'installer ou réaliser un projet. Il va te dire n'y va pas, les mentalités sont pourries, il y a la corruption, il y a. Vous allez donc chez les ministres, ils vont vous dire bon, nous combattons la corruption, c'est encore difficile, nous allons y arriver. Vous allez chez les citoyens disent voilà, j'aimerais bien faire quelque chose, mais malheureusement la corruption, en fait tout le monde se plaint de la corruption. Donc le simple fait que la corruption continue à exister relève du miracle. Si tout le monde se plaint d'un mal, le mal là ne devrait normalement pas avoir lieu d'être. La raison pour laquelle le mal continue à avoir lieu d'être, continue à avoir lieu alors que tout le monde s'en plaint, c'est que nous ne sommes que de vulgaires hypocrites qui entretenons chacun justement le mal que nous prétendons combattre. Si le tribalisme ne disparaît pas, c'est parce que chacun de nous, qu'il le veuille ou non, préfère encore s'attribuer aux autres. Moi j'ai la prétention, je le dis devant tout le monde, j'ai la prétention de dire je me fiche pas mal, c'est-à-dire je me fiche pas mal de la tribu à laquelle j'appartiens, je me fiche pas mal de ce qui, enfin, du verdict qu'on peut dire envers ma tribu si je suis convaincu qu'elle a tort. Je me fiche pas mal de donner la raison à un Tupuri, à un Mondang ou à un nordiste si je sais qu'il a raison. Paul Biya est bantou comme moi, mais mon plus grand souhait est de le voir quitter le pouvoir. Donc, les considérations selon lesquelles mon frère, bantou, mais je n'en ai rien à faire, c'est ça la maturité politique, c'est ça la conviction. On se base sur des analyses factuelles de ce qui est bien ou non, et quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand, depuis 9 ans, la pose de la première pierre, on est incapable d'organiser la CAN, je ne peux pas, parce que c'est mon frère Boulot, dire que c'est une bonne chose. Non, c'est mauvais, c'est un fait. Le fait est têtu en histoire. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, sur cette base que c'est mauvais, je ne voterai pas pour le RDPC. Et je l'avais dit sur le plateau avec M. Félix Zogon, qui disait que voilà, livrer les stades 6 mois avant, c'est inédit. En gros, il est en train de dire qu'un pays n'a jamais livré des stades 6 mois avant la compétition qu'il organise. Voilà les Ivoiriens qui terminent le stade des Bimpe à Abidjan. 60 000 places, 60 milliards qu'il a coûté, c'est-à-dire 3 fois moins que le stade de Douala qui a 10 000 places de moins et qui n'est pas encore terminé. Donc vous avez des gens qui terminent 2 ans avant et vous avez un parti qui vous dit dans votre pays que non, nous on termine 6 mois avant et personne n'a jamais fait ça. Mais on est bien dans ce qu'on appelle la sorcellerie. Et donc quand on fait la sorcellerie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas rationnel, explicable logiquement, on ne peut pas avoir la voix de Wilfried Ekanga. Et c'est pour ça que j'ai dit je ne voterai pas le RDPC. Ce n'est pas parce que Félix Zogo est Ewondo, ou parce qu'il est Bolo, ou parce qu'il est je ne sais pas. Et c'est comme ça que nous devrions commencer à réfléchir. Laissez l'aigreur, laissez la haine, laissez
laissez l'hermétisme de côté et réfléchissez, parce que l'absence de réflexion fait très mal. Dans le cas de l'Afrique aussi, dans ce que j'appelais le rappel historique, lorsque Kim Pavita, en 1706, a dit qu'elle avait aussi une autre façon de réfléchir que les capucins portugais qui étaient venus pour évangéliser la zone, et qu'elle a dit qu'elle pense que, bon, l'Afrique étant en quelque sorte le berceau de la civilisation, le berceau des cultures et tout, Jésus lui-même est africain, et la Jérusalem dont il parle, c'est le Mbanza Congo. En terre africaine, bon, elle a été brûlée avec son mari et son bébé parce que voilà, on ne voulait pas. Et aujourd'hui, vous voyez des Africains qui vont célébrer Kim Pavita et tout. Or, à un moment donné, parfois, si on se dit si ces Africains-là avaient été là à l'époque, peut-être qu'ils auraient dit que les Blancs ont raison d'exécuter Kim Pavita par aigreur, par méchanceté, par jalousie. Ne soyez pas jaloux des uns et des autres. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai échoué. Ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas de succès. Si je brille, ça ne t'empêche pas de briller. Si tu as du succès, ça ne m'empêche pas d'avoir du succès. Je ne dois pas te détester parce que tu as réalisé quelque chose que je n'ai pas réalisé. J'aurais pu aussi, dans mon coin, en fonction de mes talents, réaliser quelque chose qui m'aurait valu les applaudissements du peuple, les applaudissements populaires. J'aurais pu, voilà. Les Camerounais se font du mal, les Africains, de toute façon, de manière générale, se font du mal à eux-mêmes en pensant que, comme c'est le frère du village, je ne veux pas voter pour lui, ou je ne veux pas le soutenir, ou je ne l'aime pas, même s'il a un projet meilleur, enfin, comme c'est pas le frère du village, même s'il a un projet meilleur que mon prétendu frère du village. Le problème, c'est que le projet, nous en profitons tous si c'est un mondan qui a un bon projet pour la République. Je ne dois pas regarder le fait qu'il soit mondan, parce que s'il réussit à me bitumer à 4 voies l'autoroute Yaoundé-Douala, après Yaoundé Bafoussam, après Bafoussam Douala, après Douala Maroua, bah, je serais très content. Le fait qu'il soit Boulot, Bassa et Tone ne va pas me rendre moins heureux. Mais si par contre c'est le frère du village qui a le pouvoir et que par aigreur j'ai encore voté pour lui alors que je sais qu'il a un sale projet, mais à la fin c'est encore moi qui souffre avec tout le monde. C'est comme la question anglophone. Les gens ont pensé que au début, en tout cas, les plus radicaux ont pensé que voilà, les anglophones dérangent, et les plus radicaux dans les anglophones ont pensé que voilà, les francophones profitent du système et tout. Or, quand il n'y a pas de route bitumée entre, je sais pas, Douala et Bamenda, s'il n'y a pas de route bitumée, ou du moins s'il y a des nids de poules et tout, tout le monde en souffre, qu'il soit francophone, anglophone, ou portugophone, ou germanophone. Ça nous affecte tous, nous sommes tous perdants là-dedans. Donc, on aurait donc dû, quand on parlait de projet, quand on parlait de maire, de député, de délégué, réfléchir à celui qui a le meilleur projet, qu'il soit anglophone, francophone, etc. Nous sommes en quelque sorte tous dans la même galère. L'histoire de toute société, je l'avais dit à monsieur Massanga Nyamding sur le plateau d'Equinox, selon le livre de Karl Marx et Friedrich Engels, ce n'est même pas un livre, c'est un pamphlet d'environ 32-33 pages, publié en 1848, qui dit justement l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes des classes. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen en allemand. Donc il y a une minorité en haut, ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire le petit groupe de personnes qui se sucrent. Et après il y a tout un peuple en bas qui ne comprend pas pourquoi il va mal alors qu'il y a suffisamment de richesse pour tout le monde. La minorité en haut, ce qui est curieux dedans, est très hétéroclite, elle est très hétérogène. Il y a des bassins, des boulots, des beaux, des laids, des pauvres, des bruns, enfin, des laids, des gros, des gras, des bruns, des bassas, des bafias, des étones, des tout pourris, des bamiliki. En fait, ils ne regardent pas vos histoires de tribalisme. Et l'élite d'en bas, tout autant, elle souffre, elle se dit, voilà, enfin, elle souffre, quelle que soit son identité. Les bamis souffrent, les boulots souffrent, les bassas souffrent, les étones souffrent, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de projet. Sauf que, dans cette foule, il y a des lascars qui pensent que, comme c'est un bassa qui a le pouvoir, c'est pour ça que lui qui est bassa, il souffre. Or, il voit bien que tout le monde autour de lui souffre. Il va donc aller, enfin, si lui n'est pas Bassa, c'est pour ça qu'il souffre, il va se dire, il va donc aller voter pour son frère qui est peut-être, je sais pas, Kirdi, et dire, voilà, si c'était un Kirdi, j'allais moins souffrir. Sauf qu'en votant le Kirdi, il se rend compte que sa souffrance
continue parce que le Kirdi s'en fout de son prétendu frère Kirdi. Le Kirdi n'a qu'une seule famille, le Bilderberg au sommet, l'oligarchie au sommet, les amis qu'ils sont les uns les autres. Et c'est comme ça que ça marche. Donc pour ceux qui ont nourri le tribalisme, pour ceux qui ont poussé la bêtise au point de se détester parce que, soi-disant, certaines tribus favorisent d'autres et que certaines tribus n'ont aucun intérêt, aucune raison d'être à la présidence, j'espère que vous retenez bien le chaos que les opinions radicales ont... le chaos... auquel les opinions radicales ont conduit de par le monde. Il y en a même un qui a combattu pour vous, Robespierre, Maximilien de Robespierre, lui aussi exécuté en 1794. Or, il était l'un des rares, lors de la fameuse révolution de 1789, à militer pour la rétrocession des droits aux personnes de couleur. On peut dire les personnes comme vous et moi, enfin, entre guillemets. Pour des raisons, pour d'autres motifs qu'on lui a collés, on lui a aussi tranché la tête. Un grand écrivain, un grand historien, un grand personnage de l'histoire de France. Tu vois, même quelqu'un avec des idées ouvertes, avec des idées républicaines et tout, parce que, vous savez, quand on a organisé la Déclaration des droits de l'homme, le noir n'était pas inclus dedans. Donc vous tous qui célébrez la Révolution française, sachez que vous n'étiez pas sur la feuille de match. Et ceux qui ont essayé même de vous mettre sur la feuille de match ont encore été guillotinés. Voilà, parce que Napoléon plus tard va réinstaurer l'esclavage et tout, d'où les fameuses guerres de Haïti à partir de 1791 justement, avec Toussaint, François-Dominique Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines plus tard en 1804 qui terminera la guerre et donnera l'indépendance à Haïti le 1er janvier. Donc les opinions radicales conduisant au chaos, à l'Armageddon, j'espère que quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde, vous vous dites, je ne veux pas être un acteur du chaos dans mon pays. Quand on parlera de ce pays-là dans 200, dans 300 ans, et qu'on dira comment ça a commencé, on dit voilà, il y a 300 ans, ils utilisaient une sorte de système bizarre qu'on appelait Facebook. Et sur ce truc, ils avaient l'habitude de s'insulter. Bon, enfin, on ne sait pas trop comment ils faisaient, mais ils s'insultaient dessus. Et tout cela exacerbait dans les tensions. Et voilà, a fini par déboucher au chaos. L'histoire retient souvent les noms. Soyez du bon côté de l'histoire. L'histoire retient les noms des fauteurs de troubles. Il y a deux catégories de personnes que l'histoire retient. Justement, ceux qui ont donné leur vie pour que massivement, en masse, les personnes survivent, et ceux qui massivement ont plutôt conduit à ce que plusieurs personnes perdent leur vie. Quand on dit donc soyez du bon côté de l'histoire, je crois que je n'ai pas besoin de faire un dessin pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Parce que dans le contexte africain, j'en parlais tout à l'heure, dans ce qu'on a appelé le génocide rwandais, qui démarre en 1994. Bon, quand on va vous parler du génocide, on va dire le 6 avril, bon, pas le coup d'État du Cameroun, le 6 avril, en tout cas au Rwanda, il y a eu le même événement. Le président rwandais de l'époque, Juvenal Habyarimana, un Hutu, et Cyprien Taryamira, le président du Burundi, sont assassinés. Enfin, ils sont assassinés. On a bombardé. Ils étaient à bord d'un Falcon que la France avait offert au président Juvenal Habyarimana parce qu'elle était un grand ami du personnage. Et voilà, ils se font assassiner et du coup, les gens se disent, voilà, c'est le clan de Paul Kagame et le Front populaire rwandais, le FPR, qui est à l'origine de tout ça. Et les autres se disent que non, ce sont plutôt les extrémistes Hutus qui ne voulaient pas que les accords de sécession de la guerre civile entre les tribus rwandaises aboutissent au partage des pouvoirs et qui voulaient que l'ethnie Hutu garde les principaux socles du pouvoir. Donc, ils ont donc assassiné le président Juvenal Habyarimana qui était plus ou moins libéral pour empêcher les Hutus d'accéder au pouvoir. Sauf que l'opinion selon laquelle c'est le FPR qui a conduit à cela va plus ou moins dominer les débats et donc on va débuter une campagne de s'assailler, comme on dit au Cameroun, une campagne d'extermination de masse envers les Tutsis. Donc voilà, encore une fois, on n'a pas réfléchi. Des gens qui ne sont en fait en rien différents sont devenus belliqueux les uns envers les autres, parce qu'au Rwanda c'est pire. Ils parlent tous le Kinyarwanda, plus ou moins, et c'est dérivé. Quand on dit Tutsi, ce sont en fait des... ce sont en fait des éleveurs, des éleveurs. Les Hutus sont plus ou moins des agriculteurs, et après il y a les Touas ou les Batois, bon, enfin les
Batutsi, les Baruto, les Batwa et quelques dérivés selon les spécificités de certaines localités. Donc en fait, eux, ils sont des artisans dans le domaine de la création manuelle. Et donc, on a en fait la même langue, on a en fait la même ethnie, la même identité, mais comme on a des cultures, des corps de métiers différents, on se met à se considérer comme ethnie et on s'entre-déchire. Et à ce niveau-là, c'était encouragé par les Allemands et après les Belges, parce que le Rwanda a été une colonie belge, qui ont à peu près, enfin, qui ont plus ou moins appuyé sur ces différences. Ils avaient énormément favorisé les Tutsis au départ en leur donnant l'accès à l'école, à certaines prérogatives et tout, au point où les Hutus se sentaient en quelque sorte discriminés un peu derrière. Donc ils ont élaboré un coup d'État dans les années 50, plus le coup d'État de 73 par Habyarimana qui a fait chuter ceux qui étaient là et qui pour les Hutus étaient les profiteurs. Bon, la guerre civile éclatant parce que la violence engendre que la violence. On ne va jamais s'entendre quand on commence à se donner des coups. On a donc commencé à élaborer certains accords qui appelaient plus ou moins à la paix. Et tout le monde n'aimant pas la paix parce que voilà, il y a des gens qui gagnent dans la guerre, il y a des gens qui gagnent dans la bêtise, comme on dit ici, même sur le fameux épisode des îlots de Pontina, même sur le fameux épisode de la manipulation facebookienne, il y a des gens que ça arrange, il y a des gens qui profitent du fait que les gens ne s'entendent pas sur Facebook, que les gens soient divisés, il y a des gens à qui ça fait énormément de bien. Et dans le cas du Rwanda, c'était un peu pareil. Et ces gens-là à qui ça faisait énormément de bien, n'ont pas été d'accord avec ces accords et en quelque sorte ont approuvé en fait le fait que bon, euh, le génocide soit appliqué. Et pour que le génocide soit appliqué, ils ont mis sur pied ce qu'ils appelaient la RTLM, Radio-Télévision Libre d'Émile Collin. Elle a commencé de manière subtile, un peu comme sur Facebook, c'est-à-dire vous avez votre radio comme ça, vous faites des blagues, vous dites ah je n'aime pas les Bassas parce que bon les Bassans vous savez ils aiment trop l'enfilage, voilà ils aiment trop l'enfilage. Au début ça fait rire, on dit ah les Bassas aiment trop l'enfilage, mais au fur et à mesure que les tensions s'exacerbent, au fur et à mesure maintenant que ça débouche à la fameuse guerre civile, on se rend compte que ce n'est plus dans le registre de la plaisanterie, c'est l'insulte et la haine pour de vrai. C'est-à-dire pourquoi ces Bassas là ils se prennent pour qui? Est-ce qu'ils sont même de véritables Camerounais? Est-ce que... Et on a commencé à faire un peu comme l'évêque de Londres lors de la Deuxième Guerre mondiale. On ne disait plus je n'aime pas les Bassas, c'était tuer les Bassas, tuez-les, c'est-à-dire voilà, éradiquez-les, rasez-les de la surface de la terre parce que vraiment c'est un peuple qui n'a pas vocation à exister, c'est un peuple dont on n'a pas besoin. Et donc, on a poursuivi les Tutsis comme on poursuit du bétail pour les assassiner, pour les éliminer physiquement. Et comme les problèmes des Africains sont toujours pris en charge par ceux qui prétendent nous aider, les Blancs, ce que nous appelons toujours quand la situation va mal parce qu'on est des enfants incapables de résoudre leurs propres problèmes, la France a donc déclenché la résolution 929 à l'ONU et le 22 avril 1994, ils ont déclenché, ils ont amené l'opération Turquoise. C'était un contingent d'à peu près 2500 soldats et bon, quelques ressortissants des autres pays africains. Ils étaient à peu près 3000 pour venir soi-disant rétablir la paix. Mais avant l'opération Turquoise, ils ont déclenché l'opération Amaryllis entre le 8 et le 14 avril 1994. L'opération Amaryllis disait on rapatrie, enfin consistait à rapatrier tous les ressortissants français et à les mettre en sécurité en France. Et quelques Africains aussi, plus ou moins, mais pas tous, pas même 0,001%. Parce que même les Africains qui travaillaient pour des compagnies rwandaises, pour des compagnies françaises, pardon, installées au Rwanda, ont été laissés sur place. Donc, vous allez vous déchirer parce que tel est Bami, parce que tel est Bolo, parce que tel est Bassa. Sachez que les autres, ceux qui pour vous sont l'unité de mesure, les blancs là, ils vous considèrent comme du nègre, ni plus ni moins. Vous êtes des noirs, vous êtes des nègres, vous êtes du bétail parce que dans la civilisation occidentale à l'époque, Louis XIV avait dit que le noir a la valeur d'un meuble. C'était en 1685, son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, avait rédigé le Code noir. Ensemble une quarantaine d'articles qui définissaient en fait ce qu'était le noir et on disait que le noir n'a pas en fait le noir c'est un bien cheptel, c'est un meuble, c'est un voilà, il n'est pas pur sang. Donc voilà, nous ne voulons pas,
Nous ne voulons pas d'éléments comme ça qui vont être avec nous au paradis, aux côtés de Dieu le Père. Non, non, non. Dieu y a fait l'homme à l'image de l'homme. Enfin, Dieu a fait l'homme à l'image de l'homme blanc. Et non, Dieu a fait l'homme tout court. Donc, sachez que si vous, le Tutsi, vous vous sentez supérieur au Hutu, ou vice-versa, ou si vous, le Bassa, vous sentez supérieur à l'Iwondo, ou si vous, le Bolo, vous sentez supérieur au Bamileke, sachez que pour ceux qui vous ont mis en esclavage et qui vous ont colonisé et qui continuent de vous coloniser et de vous mettre sous le joug du franc CFA, etc., vous n'êtes que des nègres. Pour eux, vous n'aviez pas... En fait, quand ils voient vous entre-déchirer, c'est comme s'ils observaient une colonie de mouches qui est en train de s'agiter à se piquer mutuellement, alors que leur véritable ennemi est juste en face. Donc l'opération Amaryllis a envoyé les Français à l'extérieur et la radio Milkeline a fait son excellent travail qui consistait donc à rapatrier tous les Français et voilà, à laisser les Africains mourir entre eux et à s'entre-déchirer. Donc on a donc eu ce qu'on a eu au Rwanda. Lorsque les Français sont arrivés, en fait c'est même un exemple encore pire, d'où la controverse de la fameuse opération turquoise. Ils étaient chargés de maintenir la paix, mais curieusement, la radio Milkeline, qui en fait a servi à alimenter le génocide rwandais, n'a pas été interdite de diffusion, pas du tout. Elle a été, les Américains ont dit qu'ils allaient la démanteler, mais ils ont laissé. Les Français sont arrivés, ils l'ont laissé encore, donc elle a continué à émettre jusqu'à la fin du génocide. Comprenez donc à ce niveau-là que, chers Africains, vous avez énormément de travail à faire, vous avez énormément de sujets de fond sur lesquels vous devez établir et que tout ce que vous faisiez à côté, tout ce que vous faites à côté de ça, quoi que vous fassiez, ne sera que de la diversion. Les encodages des ethnies africaines sont tous les mêmes, nos langues sont tous les mêmes, sauf quand on change de registre géographique ou quand on a ce qu'on appelle l'interculturalité. Donc ça veut dire, je peux parler, en fait on le voit très bien avec nous qui sommes ici en Allemagne, vous avez ce qu'on appelle au Cameroun le franc-anglais ou le franc-anglais, qui dit je go ou pour dire je vais ou tu just quoi pour dire de quoi tu parles, sauf que ce que nos compatriotes parlent au Cameroun n'est plus tout à fait ce que nous parlons ici en Allemagne, parce que étant donné qu'on est dans un pays étranger qui a une langue autre que le français, nous avons été plus ou moins contraints, sans même s'en rendre compte, automatiquement, nous y avons ajouté des mots allemands. Quand on dit mes examens arrivent, mes prüfungen quand même déjà. Or, quand je vais dire Prüfung au Cameroun, on ne saura pas ce que c'est parce que le Camerounais ne parlant pas allemand, le mot Prüfung n'existe pas dans le langage courant. Or, Prüfung en Allemagne au Klausur, qui veut dire les examens, il est directement intégré, gars, je go do mes Klausur. Voilà, ce n'est plus je go do mes examens ou je go do mes examens. En fait, la langue s'enrichit comme ça. Donc, si en fait le franc-anglais était une langue officielle, c'est comme ça qu'il aurait changé. Et après 200-300 ans, on aurait vu les Camerounais de la diaspora comme une ethnie autre. Or, le socle linguistique est le même, il s'est juste enrichi. Il y a plusieurs types d'enrichissement qu'on peut appeler le métissage. Le métissage ou l'intégration, comme les Blancs aiment l'appeler, ou le méli-mélo, le melting pot, ou dans le cas le plus grave, l'assimilation. C'est une langue se noie totalement dans une autre. Donc il y a ces mécanismes-là qui font que la langue change, la langue s'enrichit, mais c'est un vecteur de la diversité nationale. À aucun moment ça ne doit devenir la raison pour laquelle je n'aime pas X. Mais d'où est-ce que nous sommes allés chercher ça d'abord que on n'aime pas quelqu'un parce qu'il parle une autre langue, mais trouver des motifs réels de détester les gens. Si quelqu'un violait ta mère, ouais, voilà quelqu'un que tu peux détester. Quelqu'un t'a coupé une jambe, oui, déteste-le. Je me suis fait poignarder il y a 10 ans, le 24 novembre 2008, où j'ai dû subir une hospitalisation de 21 jours et 3 mois avec des bandages sur la totalité du torse. Donc je me dis, oui, je peux détester mes agresseurs, et encore je les déteste pas tant que ça parce que ce n'est pas de leur faute. Mais au moins, si on a de la haine à revendre, trouvons des bonnes raisons de détester quelqu'un. Moi, je peux détester Paul Biya parce que quand j'arrive au Cameroun, moi je ne veux pas rester en Allemagne, j'aime beaucoup mon pays, le Cameroun, mais l'être humain, justement, a le culte du bien-être. Dieu ne nous a pas créés, s'il y a un Dieu dans le ciel, pour souffrir, pour vivre, mais pour jouir de la vie. La vie doit être agréable. Donc, si quelqu'un part de Berlin à Munich, fait 700 km en voiture et qu'il y a des échangeurs, des bretelles et des 4x3 voies partout, il est normal que quand il va partir de Koussiri pour Yaoundé, il soit très gêné du fait qu'il lui faut 4, 5, 8 jours
et qu'on lui dise en plus de ne pas remettre en question le sous-développement sous prétexte que la force de l'expérience, on ne sait pas dans quoi. Donc là, je peux avoir une raison de haïr. Quand nous voyons l'étroitesse de la voie entre Yaoundé et Douala, et quand on voit la taille de ces deux villes regroupent à elles seules près de la moitié de la population camerounaise. Douala peut avoir 4 à 5 millions d'habitants, Yaoundé peut avoir 3 à 4 millions d'habitants, ça vous donne à peu près 9 millions d'habitants rien que pour ces deux villes, et il n'y a qu'un sentier ridicule qui relie les deux villes. On vous dit que les 60 premiers kilomètres de l'autre autoroute seront finalisés dans 2 ans. Donc pour les 240 kilomètres qui doivent séparer, qui séparent Yaoundé et Douala, il faudra attendre, je ne sais pas, peut-être 2035 quand Paul Biya aura 103 ans. C'est très problématique. Vous avez le pont sur le Vouré, le deuxième pont, qui est très beau, mais on est certainement le seul pays au monde qui a réussi à créer un pont qui va augmenter les embouteillages au lieu de les diminuer. Parce que 2 ponts signifie que au lieu de 4 voitures, c'est 8 voitures qui peuvent arriver en même temps de l'autre côté. Sauf que quand vous avez fait le même carrefour, la même pénétrante au niveau du rond-point, au niveau de Daido, que le pont précédent, vous allez vous retrouver avec un engorgement pas possible. Ceux qui veulent aller à Bonamou, ça dit, ceux qui veulent aller à Bali, Besseng et consorts auront beaucoup de mal à s'entendre parce que chacun voulant passer le premier. Donc quand on a des infrastructures absurdes comme ça, où on se demande quel est l'imbécile d'architecte, pour permettez-moi l'expression, qui les a mis sur pied, on a raison de se dire, je ne peux pas apprécier quelqu'un qui est à la tête de mon pays et qui fait ce genre de choses. Et qui non seulement fait ce genre de choses, mais n'est même pas capable, n'a même pas la grandeur d'esprit de se remettre en question et de dire je veux autre chose, je veux, voilà, j'ai fait des erreurs, je veux que ça change et tout. Le président de la CAF s'est fait insulter, mais vous êtes incapable de construire des stades, on vous dit que vous n'en êtes pas capable, au lieu de remercier Ahmad de nous avoir sauvés d'une humiliation encore plus grande. Imaginez, on organise la CAN. Vous arrivez à Yaoundé, même si certains quartiers ou certains bâtiments sont beaux, Yaoundé n'arrive toujours pas à résoudre l'équation de la terre rouge. À Dubaï, c'est le désert, mais les rues de Dubaï ne sont pas poussiéreuses, donc Yaoundé doit trouver une solution pour son problème de terre rouge. Douala, qui n'a pas le problème de terre rouge, devrait normalement être aussi propre que les villes européennes, vu que dans les beaux quartiers, certaines rues à Bonapriso, Bonanjo ont le même niveau de propreté qu'en Europe, voire même supérieur. Donc, on devrait normalement être plus propre de manière générale, un peu comme la Suisse. Mais vous arrivez à Douala, les bacs à ordures se disputent la chaussée avec vous. Les bouteilles remplissent les drains, les canaux de drainage d'eau usés et tout, et nous trouvons que ça ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Donc, si vous aviez de la haine à revendre, détestez ces gens-là qui mettent le pays dans cet état, pas parce qu'ils sont bolos, Bamileke ou Bassa, mais parce qu'ils sont incapables d'avoir une réelle politique d'urbanisme pour la République. Et détestez-les parce que vous avez un autre projet que vous présentez et qui est meilleur. Et faites tout pour, justement, récupérer ce pouvoir-là que ces gens-là ne méritent pas d'un point de vue régalien et républicain. On assiste toujours, on ne veut voir personne mourir. Et voilà. Mais dans une logique tribale, dans une logique de détestation de l'autre, c'est absurde. Le professeur Théophile Obenga a écrit un livre, il dit origines africaines de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines. C'est pour dire, voilà. Et même Cheikh Anta Diop, dans ses livres, que ce soit Alerte sous les tropiques, Nation née et culture, ou Identité commune des cultures africaines, ou des langues africaines, bref, tout ce qui concerne ces éléments, il a énormément travaillé dessus pour nous prouver que non, les socles, les arcanes, les encodages primordiaux de tous ces langues-là sont les mêmes, dont si la langue est le motif pour lequel on s'entre-déchire, trouvons autre chose. C'est tellement maintenant idiot que nous avons donc trouvé d'autres motifs de se détester. On est devenu anglophone, francophone. Là, ce n'est ni le métissage, ce n'est ni l'intégration, ni le melting pot, ni le méli-mélo, ni l'assimilation. C'est l'aliénation. Oui, c'est-à-dire c'est la plus haute échelle de la stupidité, la plus haute échelle de la bêtise. Vous entrez dans la maison, enfin, des bandits entrent en effraction dans votre maison. Il y a un qui est court et l'autre qui est long. Les deux vous violent, votre femme et vous. Ils s'en vont, donc à la fin vous vous dites, votre femme et vous, vous entrez en conflit parce que à partir de ce moment-là, vous vous identifiez comme celui qui a été violé par le court et votre femme est celle qui a été violée par les longs. Donc vous appelez le courtologue et le longologue. Ça devient un peu comme ça. C'est ce que nous avons actuellement avec la fameuse crise anglophone.
qui évidemment doit être justement, on devrait, en fait, le fait que nous ayons été colonisés, on dit à quelque chose malheur est bon. Le fait que nous ayons été colonisés par deux pays, le Cameroun et le Canada, sont les seuls pays au monde qui ont pour langue officielle le français et l'anglais à la fois. Il n'y a pas d'autres pays qui auront ces deux langues-là, ou qui ont ces deux langues-là. Donc, on peut se dire, mais c'est génial, ça nous ouvre au monde, en plus de nos langues locales, ça nous permet de communiquer avec tout le monde francophone et tout le monde britannique sans avoir à apprendre encore la langue et à souffrir. Or, ils ne comprennent pas nos langues, ça nous avantage même plus ou moins. Mais au lieu d'utiliser ça comme une diversité et de reléguer ça au rang de langues vivantes 1 et 2, pendant que nos langues locales seraient peut-être, ou du moins à égalité, parlées, un peu comme le Wolof au Sénégal, le Bambara au Mali, le Swahili et le Lingala en RDC, nous, on a commencé à dire que non, non, je suis anglophone, je suis francophone et je ne jure que par ça. Oui, si ça, ce n'est pas de la stupidité, il faut que chaque Camerounais lui-même se demande, enfin, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, voilà, je suis dans quoi? Je suis en train de faire quoi là? Je suis en train où est mon cerveau? Où est ma réflexion? Où est ma capacité d'analyse et ma capacité de discernement? Alors, bon, pour que ce soit un échange, on n'est pas dans une université ici. J'ai vu quelqu'un écrire là, merci pour ce cours. Je ne donne cours à personne, je ne suis pas plus intelligent que vous. Je partage juste avec vous ma vision du monde comme j'ai l'habitude de le faire, parce que la connaissance est la seule richesse qui augmente en quantité quand vous la partagez. L'argent diminue. Si vous avez 10 euros ou 10 000 francs, vous donnez à quelqu'un 5 000, il vous reste 5 000. Mais si vous avez 10 points de savoir, si vous donnez les 10 points à votre vis-à-vis, il vous reste 10 points. Et il a 10 points, ça fait 20 points en tout en termes d'addition. Donc, on ne perd rien en partageant la connaissance. Et c'est pour ça que je le fais avec vous. Et pour que ce ne soit pas un monologue, je vais un peu lire certaines interventions des uns et des autres et essayer de répondre aux questions s'il y en a. Donc, si comme tu n'as pas pu, Wilfried le fera. Pour l'instant, la priorité n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va faire après Camto. La priorité, c'est Camto aujourd'hui. Camto a dit, et nous le savons d'ailleurs, qu'il y a eu tricherie lors des élections. Vous l'avez vu vous-même. Est-ce que, enfin, je vais demander aux gens, même aux gens du RDPC, parce que on peut épiloguer sur les PV, on peut épiloguer sur la fraude ailleurs. On peut dire, bon, Camto exagère, il n'y a pas eu fraude. Bon, ok, il exagère, il n'y a pas eu fraude. Mais il y a des éléments que personne ne peut nier. Le premier, c'est que Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, nous a amené des membres de Transparency International qui n'étaient pas de Transparency International, donc c'était de la triche. Il les a amenés pour dire du bien des élections, donc c'était de la triche. Pourquoi dire du bien d'une élection qui s'est en fait bien tenue, donc c'était de la triche? Pourquoi utiliser un organe qui d'habitude nous a toujours insultés? Au point moi-même j'avais écrit des articles contre eux en disant que ces gens-là nous laissent tranquilles, il y a plus de corruption en Occident qu'en Afrique. Pourquoi donc ils prennent ces gens-là pour venir dire du bien de nous subitement comme par miracle? Donc c'était de la triche. Et quand c'est de la triche, vous ne pouvez pas être tranquille, être assis comme ça, en sachant qu'il l'a triché, et vous dites, bon, il est triché, mais oublions, passons dessus. Wow, qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas dire la même chose aux législatives? Bon, n'habituez pas les Camerounais à il a triché, passons dessus. La surprise que Camto nous apporte est justement celle-là, ne pas rester dans l'erreur de 92, ne pas rester dans le laxisme des partis d'opposition, qui, voilà, en plus de n'exister que pendant la campagne, ne sont pas capables de défendre les véritables résultats. On a demandé une opposition forte. On ne peut donc pas se plaindre quand une opposition forte voit le jour. Les gens du RDPC disent « vous nous dérangez, vous nous cassez les oreilles, continuez de rêver et tout ». Oui, en fait, c'était ça le but. L'opposition est là pour ça. Si l'opposition ne dérange pas, ne casse pas les oreilles, c'est une mauvaise opposition. L'opposition n'est pas là pour caresser. L'opposition s'oppose aux choix parce qu'ils trouvent qu'ils sont médiocres. Et l'opposition propose de meilleurs choix. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux MRC, c'est d'avoir proposé. Quand monsieur Msanga Nyamding me demande sur le plateau Minaïdé, en néon de vous voulez quoi, vous proposez quoi? En fait, je crois que s'il pète un câble, c'est parce que justement, au fur et à mesure du débat, il est coincé de partout, vu que au nom du MRC, il y a réponse à tout. On y allait sur tous les sujets, et son vis-à-vis que je suis était malheureusement pour lui intraitable. C'est-à-dire, quand on va en campagne, on sait pourquoi on y va, donc on sait
les problèmes qu'il y a, on sait donc les réponses qu'on a à prêter pour ces problèmes. Ce n'est donc pas normal qu'on se retrouve à court d'idées. C'est ceux qui sont à court d'idées qui finalement sont obligés de péter un câble et de devenir fous. Et ça aboutit donc à ce que vous avez vu, la superbe pièce de théâtre en Mondovision. Donc le professeur Maurice Kamto et le MRC dans la logique de non au hold-up est en train de se dire nous ne pouvons pas laisser parce que nous irons aux législatives avec ces gens-là. Et ceux qui nous ont dit laisser vont encore nous dire pourquoi vous allez aux législatives. Vous savez déjà qu'il y avait tricheur, pourquoi vous êtes allé aux législatives. Donc le Cameroun est un pays de l'incohérence. Ils vous le diront, mais quand vous anticipez et que vous dites bon, on va tout faire pour que ces institutions soient dissoutes d'ici le 28 octobre, date des législatives 2019. Ils vous disent laissez tomber, laissez... Et quand vous allez laisser tomber, ils vont vous dire voilà, vous n'êtes pas crédible, vous ne vivez que pendant les élections. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous vous plaignez que les partis ne vivent que pendant les élections pour dire à ces mêmes partis les élections sont terminées, laissez tomber. Donc le sujet n'est pas sur Maurice Kamto n'a pas fait, Claude Wilfred le fera. Rien ne dit que je serai président de la République. Je n'ai pas ce type de prétention. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, ce genre de réflexion, pour moi, en fait, maintenant, pour moi, c'est un anachronisme. Nous allons nous allons les amener à afficher les vrais résultats puisqu'ils disent qu'ils les ont. On dit que le PV délai comme fait foi en cas de contentieux, donc ça ne sert à rien que Kamto présente ces PV. S'ils sont meilleurs, s'ils le mettent devant, vous serez encore les premiers à dire non, ce sont des faux PV. Et c'est les PV d'Elecam qui font foi. Donc il faut que Elecam présente ces PV qui prétendument font foi et qu'avec une commission internationale, par exemple de 11 pays africains, à la place des 11 membres du Conseil constitutionnel, on fait un recomptage des voix. Comme 11 émissaires de 11 pays africains et ils ne sont pas camerounais et ils s'en foutent de qui est président ou pas, eux au moins vont donner les résultats comme ils sont. Et vous savez que même si Biya a gagné, vous savez quand même qu'il n'a pas gagné il y a... Il n'a pas gagné il y a 71%, pas du tout. Donc supposons même qu'il a gagné à 40% et que Maurice Kamto il y a 38%. Bon, je crois que une tricherie de 31% artificiellement ajoutée suffit à discréditer toutes ces institutions qui ont conduit à ces élections et ça permet de redistribuer les cartes à zéro, soit de recommencer les élections, soit d'aller aux législatives et aux municipales avec d'autres organes bien différents de ceux qu'on a aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont triché, qu'ils ne vont jamais accepter, en fait, qu'ils ne veulent pas accepter qu'il y ait une recompte des voix. En fait, c'est évident que c'est flagrant comme le nez au milieu de la figure, je ne sais même pas pourquoi. On débat dessus. C'est parce qu'ils le savent qu'ils ne le font pas. Parce que quand on sait qu'on n'a pas triché et que quelqu'un nous accuse de tricheur tous les jours, ben, le meilleur moyen de le ridiculiser, c'est de recompter devant lui et de lui dire voilà, regarde, voici les chiffres, ferme-la. Mais ils sont incapables de nous dire ferme-la, ils savent que c'est eux qui vont la fermer. C'est pour ça donc qu'ils ne veulent pas et ils ont l'air de faire diversion, même si le malheur s'abat sur eux, puisqu'il ne fait qu'arriver des bricoles au Cameroun au point où ça nous rend même heureux, comme si on détestait notre pays. Mais non, ça met en exergue la médiocrité séculaire qui a régi dans notre République depuis la disparition en 89 du président Amadou Ahidjo. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que ne vous découragez pas, continuez de réfléchir sur cette question et contribuons à consolider les partis d'opposition. L'opposition du Cameroun doit exister toujours. Que ce soit le MRC, même si c'est le RDPC qui après se retrouve dans l'opposition, il faut qu'ils existent. Leurs critiques nous permettront, sinon on est au pouvoir, bon, de toute façon le MRC sera au pouvoir un jour, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 3 ans, dans 7 ans. En fait, ils seront au pouvoir un jour. La qualité à l'intérieur est tout simplement monstrueuse. Donc ce sera intéressant d'avoir des partis d'opposition qui nous poussent à nous surpasser, qui nous poussent à réfléchir et à ne pas faire d'erreurs. C'est bien, beaucoup d'idées comme ça permettent de bien se comporter. Donc voilà, Sardinor sont où? Anne-Léonie dit il faut leur apprendre à compter avec leurs doigts, ils peuvent y arriver. Féloten le cerveau et Kanga, mon frère, le goût de tes analyses, c'est la champate. Sabrina Kaji, mince, j'ai fouillé le dictionnaire tout au long du direct, mince, mon cerveau va exploser. Avant, on avait droit aux opposants qui ont... Mince, vos commentaires fusent tellement que j'ai du mal à les lire, ils disparaissent instantanément. Très fan de... il y a 400 sardinards qui regardent et qui n'ont pas... Oh là là, j'ai du mal à lire. Je sais pas combien vous êtes connectés en ce moment, c'est assez effrayant. C'est quoi anachronisme? Répondez-moi. Ah, j'ai quand même réussi à lire une question. Bon,
Poser des questions courtes, genre en une ligne, pour qu'elles soient faciles à lire, parce que quand ce sont des phrases, à peine j'ai jeté les yeux dessus, qu'elles disparaissent instantanément. Un anachronisme, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la période actuelle, c'est-à-dire, vous êtes en train de parler du chat, qui est un herbivore, enfin qui est un carnivore, on vous amène le mouton, qui est un herbivore. On dit que, mais attendez, on est en train de parler des chats, des petits animaux domestiques, là. Le mouton est certes un animal qu'on garde à la ferme, mais c'est pas un animal domestique, donc ça n'a rien à voir. Ou alors vous êtes en train de parler de l'organisation de la Cannes en 2018 et quelqu'un subitement vous parle enfin je sais pas, du concours de pornographie 2005. Oui, mais qu'est-ce que la pornographie vient faire avec le stade de foot et la Cannes 2018? Ça n'a rien à voir ici, c'est un anachronisme. Que penses-tu de Marlène Invoto? La femme de Winston Churchill a dit un jour: les grandes personnes discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petites personnes discutent des gens. Moi, je n'ai pas envie d'être un petit esprit. Marlène Invoto est Marlène Invoto, Claude Wilfried est Claude Wilfried. Je ne parle pas des gens, je fais des analyses sur la situation de mon pays et du monde. Je n'ai absolument rien à dire sur le personnage. Comme te prend le pouvoir. Ma mère Jolène Euro, tu es mariée? Non, pas du tout. Je suis un célibataire. Si tu es prête à accepter la polygamie, tu peux venir. J'aimerais y avoir le plus de femmes possible. Voilà, c'est dit. Entre 400, 800, 900. Abondance de biens ne nuit pas. Donc tu peux déposer ta candidature. Euh, Concours de pornographie, mais côte amère les Allemands. Hein, pardon. Oh là là, vos commentaires, mince. Pas les pète-pète que bébé Joufflu Cabral raconte souvent sur les réseaux sociaux. Dans notre jargon, on dit ne mélange pas le chant des patates et le chant des macabos. Oui, en fait, l'anachronisme, c'est aussi dans le contexte qui est le nôtre actuellement, c'est aussi le fait de parler sardine alors que, enfin, le fait de parler tribalisme alors qu'on est dans un contentieux politique important. Le fait de, enfin, les gens disent Kamtoto, on capto, non, 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 non. La construction, la seule idéologie à laquelle j'adhère quand j'utilise l'expression sardinard, ce n'est pas de la caricature, pas du tout. Sardinard ne désigne pas tous les membres du RDPC, non. Sardinard désigne ceux qui, au lieu de voter pour le RDPC par conviction, parce qu'il y en a, même si ça nous surprend, qui sont convaincus par Paul Biya qu'il est l'homme de la situation, mais Sardinard désigne ceux qui sont allés voter pour Paul Biya, sans savoir pourquoi, en fait, parce que bon, c'est Paul... Ah, que le père la reste l'a dit donc. Ou bien ceux qui, bon, je vous fais une confidence, même dans ma propre famille, même des parents à moi très proches, sont allés prendre la sardine, je dis bien la sardine, le jour de la prestation de serment. En tout cas, voilà, beaucoup de gens dans mon entourage se sont vus proposer des billets de 10 000, des pagnes et tout. Un sardinard, c'est celui qui accepte cela et qui va voter Paul Biya parce qu'il a accepté cela. Or, le mot tontinard, il n'a rien à voir ici, c'est aussi un anachronisme, parce que tous les gens du MRC ne sont pas Bami, tous les gens du MRC ne font pas la tontine, et le projet politique du MRC n'est pas à la tontine, c'est de la caricature de ceux qui veulent ramener la chose à un volet tribal. C'est d'ailleurs d'autant plus dangereux que le mot tontine renvoie à la tribu. On sait que les Bamileke sont très pointus sur les questions d'organisation financière et tout, et qu'ils ont même créé ce qui existait avant, ce que les Blancs appellent les banques. La tontine existait dans nos cultures africaines. En fait, c'est un joyau sociétal, c'est une richesse culturelle, c'est une pierre précieuse et identitaire dont nous devrions être fiers. La tontine est même meilleure que les banques en ce sens que tu ne te retrouves jamais plus ou moins dos au mur. Quand tu cotises avec les autres, tu restes dans le bateau et tu touches autant que tout le monde. Quand vient ton heure, c'est voilà. Et après, il y a le secours, le soutien quand ça ne va pas. Bon, on peut te soutenir, on peut s'organiser dans une logique humaine. La banque, elle est froide. Tu ne rembourses pas, on porte plainte. En fait, tout est calculé. Et quand tu dois remettre, c'est avec des intérêts. En fait, c'est inhumain, c'est morbide, c'est capitaliste. Donc, nous avions déjà une vision de la culture bien supérieure à ce que les Blancs ont. Et je suis content, moi qui ne suis pas Bamileke, que les Bamileke aient une telle organisation sociétale. Maintenant, renvoyer le MRC au volet de la tribu, c'est encourager le tribalisme. Et sur Internet, il y a des gens, personnalités publiques, mais qui, justement, en prétendant lutter contre le tribalisme, accentuent justement le tribalisme avec ce genre de considération. Donc voilà, c'est la bêtise africaine dans laquelle nous sommes. C'est tout à fait ça, ni plus ni moins.
Waouh, tu as la beauté cool. Je suis avec le vrai Wilfred actuellement, c'est ça son sosie, mais il est aussi bon. Très amusant. Et quand tu genre le milk, si je bois le lait, tu aimerais quel ministère, hein? Je ne vais pas répondre à cette question. Ta collaboration avec Bibo Nistak, parle-nous de vos rapports. Eh, Olivier, c'est un frère, c'est un ami, non, notre entente est de 100%. C'est-à-dire, je peux même l'appeler là sous vos yeux. Malheureusement, mon téléphone est occupé à faire le live avec vous. Olivier et moi formons, enfin voilà, je lui ai dit, malheureusement il était occupé à gérer la communication du professeur. La fameuse conférence qui a fait un tabac, qui a été interdite à l'hôtel Le Watt le 6 octobre, j'avais prévu de la faire avec lui parce que lorsque je suis arrivé au Cameroun, je lui ai dit, Olivier, tu es hyper intelligent. En fait, tu es l'une des rares personnes qui me fait réellement peur ici au Cameroun. Tu es d'une éloquence et d'une pertinence diabolique. Tu imagines si nous deux on s'associe le jour du meeting et qu'on le fait voilà, avant même le meeting de Camto, je crois que nous réussirons déjà à réunir énormément de monde. Il était d'accord, mais malheureusement, voilà, il était pris, c'était pas facile, surtout avec les bâtons qu'on nous mettait dans les roues. Il était pris dans l'organisation du programme et des démarches des professeurs comme toi et de ses meetings et tout. Il ne faisait que quelques apparitions télé sporadiques où il tuait, soit dit en passant, lui aussi quelques profs au passage. Et bon, on n'a pas fait la conférence à Douala ensemble, mais bon, vu le nombre de personnes qui se sont mobilisées pour venir voir ma seule personne, entre 5, 6 et 700, je sais plus combien ils étaient, mais je sais qu'on a barricadé la ville. Je suis en train de me dire que si on avait été deux ce jour-là, on aurait, enfin je sais pas, je préfère ne pas me l'imaginer, ça aurait été le cataclysme, on aurait fait exploser les lieux. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On est du même parti, on supporte le même homme, on a la même vision de la politique, on est incorruptible, ni l'argent, ni les menaces, l'intimidation, ni... En fait, nous trouvons, comme je l'ai écrit hier, le soutien populaire que vous nous apportez bien supérieur à tout ce que le RDPC peut proposer comme argent. Quand je vois certains de mes anciens amis qui étaient très appréciés du peuple et qui aujourd'hui pour de l'argent ne le sont plus, je me dis, est-ce que ça me rendrait heureux d'être millionnaire et d'être insulté par tout le monde quand je sors de chez moi, ou alors de rester pauvre, de manger le tapioca tous les jours, mais de savoir que les Camerounais voient en moi quelqu'un d'utile qui leur a apporté une vision enfin une vision nouvelle de la politique, comment organiser notre avenir, etc. Donc c'est un frère, c'est mon frère, considérez-le comme ça, et il le restera. Alors, Wilfried, tu es d'une éloquence et d'une intelligence diabolique, comme Olivier. Et Will, que penses-tu de Cabral? Oh là là, la question, l'éternelle question revient toujours. Je vais quand même répondre sur Cabral, au moins ça fera taire les rumeurs, parce qu'on va profiter du fait qu'il y ait un petit millier. Je sais pas, il y a 2000 personnes connectées. Alors, je vais parler de Cabral brièvement. Qu'est-ce que je pense de Cabral? Cabral, je suis allé rencontrer Cabral il y a quelques semaines. Je l'ai rencontré deux fois. Enfin, une fois, parce que la deuxième fois, bon, je vous fais une confidence, c'est ma mère qui a décidé d'organiser un dîner avec lui pour le féliciter d'avoir quand même eu le courage et l'audace de se porter candidat. C'était pas donné, il fallait le faire. Il est jeune, il est dans un environnement compliqué comme le Cameroun et il a pensé qu'il pouvait être président. Il fallait avoir ce courage, cette audace. Voilà, moi je suis un peu de la même nature. Faut forcer, faut percer, faut insister. Faut faire ce que les gens ne font pas. Faut faire ce dont on dit que c'est impossible. Et à partir de nous, peut-être quand quelqu'un te verra, à partir de toi, quelqu'un verra que finalement c'est possible. Donc, oh là là, je suis à 10%. Mon câble étant très loin, c'est certainement la dernière question à laquelle je vais répondre. Bon, peut-être deux questions supplémentaires pour que le dialogue ne se termine pas en queue de poisson. En tout cas, voilà, j'aime cette qualité, ce personnage-là, dans ce registre. Et maintenant, pour la crédibilité de Cabral et tout, c'est aux gens d'univers de s'en occuper. Moi, je suis du MRC. Je suis allé rencontrer Cabral une fois pour montrer que le MRC n'est pas le parti tontinard et discriminatoire dont on parle. Le MRC tend la main aux autres. Ce n'est pas parce qu'on est de bords politiques différents qu'on doit se détester mutuellement. Le MRC, c'est voilà, c'est l'ouverture. Moi, je suis Olivier, il est Bassin, je crois. J'ai même pas cherché à savoir son ethnie, vous voyez. Moi, je suis du centre.
Kamtoe Bamileke, enfin, nous on est, voilà, cette ouverture-là, je voulais la montrer, donc on s'est rencontrés, on a bien parlé, on a même prévu de se retrouver ici en Europe plus tard, bon, nos emplois du temps n'ont pas trop convergé, euh, peut-être qu'on se... Je sais pas, hein, mais bon, en tout cas, le Camerounais Cabral, c'est un ami, c'est quelqu'un, voilà. Si on doit construire les routes, il faudra mettre Cabral, s'il est ingénieur dans la route. On va pas dire comme il est de l'univers, il ne construit pas avec nous. Maintenant, l'homme politique Cabral et son projet et sa crédibilité et le soutien populaire qu'il a demandé et tout ce qu'on a de lui comme avis, comme aperçu aujourd'hui, c'est à lui de soigner son image, c'est aux partisans de son parti de donner de la crédibilité à leur leader, ce n'est pas du tout ma responsabilité. En tant que Camerounais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Maintenant, en tant qu'homme politique, c'est un adversaire politique parce qu'il est d'un autre parti. Quand on s'est vu, ils m'ont taquiné en me disant viens à Univers, je les ai taquinés en disant venez au MRC, ça fait match nul. Quand on a gagné la campagne, je leur ai dit, enfin quand on a, oui, je leur ai dit, bon, nous avons été devant vous, même si on s'en tient même aux chiffres de tricheurs du RDPC, nous sommes devant vous, donc logiquement, c'est à vous de se rallier à nous. Voilà. Donc maintenant, voilà, maintenant, bon, pour le reste, ça ne me regarde pas du tout. Alors, bon, la batterie étant à 10%, je vais être obligé d'arrêter ce direct. J'espère que nous avons compris en tout cas deux ou trois choses sur le tribalisme, sur ce que j'essaie de partager avec vous, sur ma vision des choses. Vous voyez, je n'ai pas les Africains de tous bords s'accrochent à mon mur, pas parce que je suis intelligent plus que X, mais parce que je suis ouvert à tout le monde et qu'on soit Bassa, Boulot et on se sent plus ou moins à la maison chez moi, même si je réponds deux ou trois fois à ceux qui me cassent les oreilles. Je n'ai jamais dit que j'étais un prince, celui qui me cherche me trouvera. Il paraît que Jésus lui-même s'est servi d'un fouet pour chasser les marchands du temple, dont les chrétiens parmi vous sont au courant de cette histoire. Donc, en tout cas, merci à vous. Ne soyez pas tribalistes, ne soyez plus tribalistes, ne vous laissez plus entraîner par les idiots qui se proclament intellectuels. Je le dis ouvertement, tous ceux qui incitent à la haine sont des idiots. Quel que soit leur volet d'intelligence, leur volume de diplôme, leur volume de parcours, ou je ne sais pas trop quoi, tous ceux qui incitent les peuples à se détester les uns les autres, surtout sur des bases farfelues, sont des crétins. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien de plus. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Alors, bon, j'ai vu l'émission aujourd'hui là sur Equinox TV où où mon cher frère et ami, un autre frère qui est du RDPC d'ailleurs, a eu du mal à défendre le président Paul Biya. J'ai eu un peu de la peine pour lui, presque. Et en même temps, la nostalgie est revenue. Le Cameroun me manque beaucoup. Je suis malheureusement dans l'impossibilité d'y retourner là tout de suite. Voilà, et ça me permet d'embrayer sur ce que j'ai prévu de faire ici dans la diaspora. J'espère justement que vous me soutiendrez aussi dans ce sens, au-delà des cœurs et des bravos et tout. J'ai ouvert une cagnotte, moi aussi, c'est un appel de fonds. Ne me taxez pas de Cabral, ça n'a rien à voir. J'ai ouvert déjà un appel de fonds quand j'étais allé au Cameroun. Tout ce que j'ai pu faire au Cameroun, c'est en partie grâce à cet appel de fonds-là, même si je n'ai pas pu tout réaliser. Évidemment, les réalités du terrain aussi m'ont rattrapé, ce n'est pas facile. Mais en tout cas, pour le temps où je suis dans la diaspora, j'ai organisé, je me suis dit, je vais organiser avec une moyenne d'une conférence par mois, à peu près une série d'une dizaine de conférences comme ça, où je vais échanger avec les Camerounais de la diaspora, les Africains de la diaspora sur le vécu, ce que j'ai ressenti au Cameroun, les forces et les faiblesses du RDPC, les leçons à prendre, comment organiser l'opposition, qu'elle soit MRC, Univers et tout, comment crédibiliser tous ceux qui s'opposent à Paul Biya, comment redynamiser la jeunesse, comment la jeunesse doit garder l'intérêt pour la politique et comment oser, comment moi je suis allé oser en Afrique en entrant dans la gueule du loup, en affrontant des requins vicieux et carnassiers, en tuant ceux qui étaient censés me tuer parce qu'on m'a dit que j'allais mourir et qu'on allait me tuer. Curieusement, on m'a donné l'étiquette de tueur de prof, c'est très ironique, c'est-à-dire la victime est finalement devenue le serial killer. Donc, comment j'en suis arrivé, quel est voilà, mon petit vécu dans ce registre, ma contribution aux côtés de l'éminentissime Maurice Kamto et de l'excellentissime Olivier Bibou-Nissak, avec les non moins excellents Maître Ndoki, Maître Yondo Black et Christian Penda et Kokai, tous ces gens-là, voilà. Qu'est-ce que j'ai vécu? Donc j'organise comme ça des conférences ici en Allemagne d'abord, dans un premier temps. En tout cas, au fur et à mesure, on verra une dizaine de conférences voilà, à partir des semaines qui viennent. J'aimerais bien fixer la première sur le 21 décembre. Donc j'ai organisé une cagnotte sur Litchi, je l'ai mise sur mon mur d'ailleurs.
pour mobiliser les fonds pour louer la salle, louer en tout cas toute la logistique, le déplacement et tout quand même. Je me suis dit, si je suis le tueur de profs et si j'ai pu acquérir une telle popularité sur mon travail, personne ne trouvera bizarre, personne ne trouvera à redire au fait que quand même, pour organiser des ateliers échanges, il est aussi dans une mutualisation des efforts, la participation populaire. Pour moi, le développement, c'est ça. Je ne suis pas le messie qui a la solution pour tout le monde. Si vous avez besoin de moi pour ma substance intellectuelle, j'ai besoin de vous pour la substance matérielle, il faut le dire ouvertement. Donc, je tablais sur environ un ratio de 10 000 euros pour ne pas organiser des conférences, enfin des cagnottes tous les jours. 10 000 euros pour organiser la petite dizaine de conférences et voilà, enfin, un ratio minimal. Si vous mettez 20 000 euros, 30 000 euros, même 3 milliards d'euros, je n'ai rien contre. Nous tous, nous aimons l'argent, il faut l'assumer. Donc, en tout cas, je remettrai le lien là en commentaire tout de suite. Ceux qui veulent contribuer le font. Ceux qui veulent le faire par PayPal ou par virement bancaire en mon compte m'adressent un message. En tout cas, voilà, c'est aussi la tâche que je demande à ceux qui disent qu'ils m'encouragent, qu'ils suivent, qu'ils soutiennent. Nous serons d'autant plus soutenus que si le soutien là est concret, s'il est réel, parce que sans la force matérielle, à un moment donné, nous serons obligés de réduire nos activités publiques puisqu'il faudra aller chercher l'argent. Et voilà. Donc c'est cela. Pour ceux qui sont dans la diaspora, ils pourront venir. C'est vrai que le direct réunit 2000, 3000 personnes, mais ça ne permet pas l'interaction, ça ne permet pas l'échange de contacts, ça ne permet pas de s'asseoir autour d'un projet, d'où l'importance quand même d'être toujours présent. C'est pour ça que les dirigeants se côtoient, se visitent alors qu'ils peuvent discuter par téléphone ou par Skype interposé. Alors merci à vous, je mettrai le lien en commentaire comme j'ai dit. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, je n'ai jamais fait un live avec autant de monde. Je n'ai pas pu lire tous les commentaires, ils sont tout simplement à un rythme infernal. Et à grande distance, je ne peux pas lire sur le téléphone, donc j'ai été obligé d'avoir recours à la machine qui allait vraiment à 1000 à l'heure. Merci d'avoir été là, merci, et on se donne rendez-vous très prochainement pour la suite, pour un autre thème, une autre thématique de votre choix. Je lancerai une sorte de quiz. Et voilà, je ne dis pas aimez-vous les uns les autres parce qu'il y a aussi des gens que je déteste. N'aimez pas tout le monde, ce n'est même pas bien d'aimer tout le monde, c'est très dangereux. Mais rassurez-vous que ceux que vous n'aimez pas soient vraiment des gens qui ne méritent pas d'être aimés par vous. Et ne détestez personne parce que par le hasard des choses, il est boulot, et par le hasard des choses, et d'amis, personne n'a fait un concours pour cela. Bonne fin de soirée à vous, bon mercredi à vous, et voilà. À la prochaine, et vive la République, vive l'Afrique.